je me dis, mais gros, abandonne. Abandonne, c'est nul ce que tu fais, tu vois, je me suis dit. Et du coup, je me rappelle très bien, derrière une droite, je m'arrache et je sens que je reviens sur le paquet, je reviens, mais... Et là, tous les chronos, ils sortent. Et là, je vois les noms de tous les Français, une 46, une 46, tout le monde exulte. J'ai jamais eu ce sentiment sur aucune course de toute ma vie. C'était lunaire ce qui se passait. Le temps, il s'est figé, il s'est arrêté. Et aujourd'hui, je cherche plus à me poser cette question. Je me dis simplement, j'essaye de faire le mieux, ce qui me paraît être le plus juste pour les gens. Même si parfois ça implique des actes ou des paroles qui pourraient faire du mal. Parce que je me dis que c'est porté par quelque chose qui est plus noble et plus positif. Bienvenue dans le Zikwa Show. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa, et ceux qui me connaissent, encore une fois, merci de continuer à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. À chaque épisode, l'audience augmente petit à petit, mais ça augmente. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Aujourd'hui, je reçois Florian Vautrin. Salut Flo. Salut. Comment tu vas ? Ça va plutôt bien. Ouais ? Ouais, plutôt bien. On en a parlé vite fait, mais t'as eu entraînement aujourd'hui, ce matin, je crois. Ouais. J'ai eu entraînement pour moi. Je me suis entraîné. Ok. Après, j'ai entraîné mon groupe. Ok. Et ce soir, après le podcast, je me réentraîne. Ah ouais, tu fais séance encore là ? Ouais, j'ai vélo après. Wow. Ok. Ouais. Du coup, j'enchaîne. Je vais te laisser te présenter. Ça marche. Moi, je m'appelle Florian, 33 ans. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Bon, je suis sportif. Je fais de l'athlétisme depuis 98. Donc, je sais plus. Ta première licence en 98 ? Ouais, 98, ma première licence. Maman. Ouais. Et du coup, voilà, je suis quelqu'un qui travaille dans mon club d'athlétisme, donc dans une association. Et j'ai un parcours qui est assez rocambolesque. C'est les montagnes russes, j'ai fait un petit peu tout. J'ai étudié dans le commerce, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé en tant que responsable de magasin dans des magasins d'occasion, dans la grande distribution. Donc voilà, j'ai un parcours assez rocambolesque. Atypique, non ? Ouais, tu atypique, dirais ? je sais pas, non, mais on va dire que Enfin, non, mais pour. j'ai un peu crapahuté. Voilà, maintenant là, j'ai une vie aujourd'hui qui me permet de vivre ma vie professionnelle en association. Combien de temps ça durera, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est mon quotidien, donc voilà. Et surtout, t'es aussi un athlète de haut niveau ? Alors, je me considère pas comme un athlète de haut niveau. Je m'entraîne comme tel. Maintenant, j'ai eu le statut, le coup de tampon, le stempel sur la feuille pour dire oui, t'es athlète de haut niveau. Moi, personnellement, je te considère comme un athlète de haut niveau, et pour le préciser, donc tu fais de l'athlétisme. Ouais, c'est ça. Et tu peux juste nous dire tes spé ou ta spé ? Alors moi, je fais de l'athlé, je fais du demi-fond depuis tout petit. Donc c'est les gens qui courent beaucoup. Je suis pas passé par l'étape école d'athlétisme, parce que j'entraîne moi aujourd'hui dans le cadre professionnel, c'est-à-dire d'éduquer les jeunes qui ont entre 12 et 16 ans à la pratique pluridisciplinaire, donc faire de tout, sauter, lancer, courir et marcher. Donc moi je suis pas passé par cette case-là quand j'étais tout petit. Dès l'instant où j'ai eu 12 ans, on m'a mis dans un groupe de demi-fond et direct. Ouais, direct. Ok. Et du coup, j'ai vogué comme ça jusqu'à trouver un peu mes disciplines qui me plaisaient. En l'occurrence, c'était la piste. Et j'ai fait du 800 mètres toute une partie de ma vie sportive jusqu'à que j'arrête une première fois en 2016. Et là, maintenant, depuis que j'ai repris, je refais du 800, je fais du 15, 1500 mètres. Et puis, pour m'amuser de temps en temps, un peu de route, un peu de cross. Ouais. Mais voilà, c'est plus épisodique et l'objectif, c'est réellement d'être bon sur la piste. Je m'entraîne beaucoup. Tous les jours. Alors là, encore plus maintenant parce que j'ai changé un peu de méthodologie d'entraînement, mais en règle générale, je m'entraîne entre 9 et 10, 11, 12 des fois par semaine. Donc ouais, c'est un rythme un petit peu soutenu et il faut arriver à s'organiser quand on a une vie pro. C'est pour ça que je dis que je suis pas athlète forcément de haut niveau, parce que pour moi, l'athlète de haut niveau, ça rime un petit peu avec le fait d'être professionnel. Il y en a très peu, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je vis pas de mon activité d'athlète. J'essaie de faire de l'athlétisme au meilleur niveau que je peux avec les cartes que j'ai en main, mais est-ce que je suis un athlète de haut niveau ou pas, ça Non, moi je te dis, je dis ça parce que, et si je te le dis, je le pense vraiment. J'estime que on peut dire que Florian Vautrin, au NAM, est un athlète de haut niveau, et très rapidement on peut parler un peu de ton palmarès. Alors en médailles, je n'ai pas beaucoup de médailles, je dois avoir 6 médailles nationales, dont la plupart en collectif.
J'ai gagné championnat de France de 4 fois 1000 quand j'étais cadet, en U18. On a déjà fait avec une équipe parisienne 3e au championnat de France de cross-court par équipe. Ça, c'était solide. Surtout qu'en plus, cette année-là, on devait gagner. Peut-être qu'on y reviendra, mais normalement, on gagnait. Et à titre personnel, j'ai fait quoi? J'ai fait 2e au championnat de France UNSS en junior sur 800 mètres. J'ai fait une médaille de bronze sur 800 mètres aux nationaux. Ah, ça que j'avais vu. Et une médaille d'argent sur 1500 mètres là récemment, ce qu'ils appellent l'Open de France. Et tu avais aussi fait les championnats d'Europe des clubs. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe des clubs. La Coupe d'Europe des clubs de cross. Ouais. Parce qu'on était arrivé champion de France. On a gagné avec Nancy le relais mixte. Donc c'est du cross-country sur une distance de 1700 mètres. Il y a 4 coureurs, 2 hommes, 2 femmes. Du coup, il y avait toi, Manon. Moi, Manon Fage, Aurore Fleury, ma compagne, et Renaud Rosière. C'est Renaud qui a fini d'ailleurs. On avait tiré à la courte page, j'avais perdu. Parce que on va bien finir. On était favoris. Bah non, on était favoris. Moi, je voulais gagner. Je voulais voir ce que ça faisait une fois d'être dans la dernière ligne droite des championnats de France pour gagner, tu vois. Pour moi, le cross-country, c'est surtout en individuel et sur c'est une course reine. En demi-fond, le cross-country. Tout le monde parle du marathon parce que c'est une discipline reine et qui fait rêver. Mais le cross-country, pour moi, c'est... Comment tu peux aimer ça? Parce que pour ceux qui connaissent pas les cross-country, c'est y a beaucoup de boue, il fait froid des fois, voire même très froid. Vous êtes en short, sans manches. Vous avez des maillots près du corps. Moi, quand je vous vois, vous me donnez pas du tout envie, quoi. Je lui dis, les mecs là, ils aiment avoir mal en fait. En fait, le cross-country, il y a un truc qui manque en fait dans le cerveau. Le cross-country, pour moi, la beauté de cette discipline, c'est que on vient mélanger tout le monde. Ouais. Et c'est la seule épreuve avec la route maintenant avec la route également, mais c'est la seule épreuve dans laquelle on peut voir un ultra favori multimédaillé européen, etc., comme un Jimmy Gressier et Thomas, petit coureur départemental, quoi. Ils peuvent être très bien les deux sur la même ligne de départ. Ce jour-là, il n'y a pas d'histoire de la route, chacun a une paire différente, surtout que les technologies de maintenant, chacun a une paire de chaussures différentes et comment ça va répondre. En fait, je trouve que c'est l'essence même de la course à pied, c'est-à-dire que le terrain, il peut être vallonné, il peut être sec, humide, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire -10. Il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas que du coup, ça rend l'effort magnifique. Et pour moi, c'est ça la course à pied. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que il y en a certains pour qui ça va être super réussi, d'autres pour qui ça va être pas du tout réussi. Et l'année prochaine, tout le monde il va y retourner, quoi. Et voilà, moi, c'est pour ça que le cross, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que vraiment, j'ai presque l'impression qu'à ce moment-là, on remet les cartes à zéro et tout le monde a sa chance. Tout le monde est sur la même Tout le monde a ligne, sa quoi. chance. C'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, dans les favoris, des fois, on assiste à des choses qui sont... On se dit, mais comment c'est possible? Des surprises. Ah ouais, là, cette année, quand on voit Gras qui gagne sur le cross long, il bat un mec comme Mehdi Frère qui vient de réaliser les minima olympiques sur marathon. On voit ça, on se dit, mais comment c'est... Ouais. Et en fait, c'est le cross. Non, mais c'est bien, tu vends bien, tu vends bien la chose et ça se voit, de toute façon... je pense qu'il y en a très peu qui diraient que t'es pas passionné et ça se ressent, je pense. Mais d'accord, ok. J'ai une petite confidence à faire pour ma petite audience là et les gens qui regardent cette vidéo. C'est que tu te souviens au tout début quand j'avais commencé, je t'avais invité. Je t'avais dit t'es chaud, on fait un épisode et tout. C'est vrai. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit écoute, non vas-y. On va attendre que ton truc il grossit un peu et peut-être on verra à ce moment-là. C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, on va attendre que ce soit plus calé, plus stable. C'était ça. Et moi, ce que j'attendais de voir, c'est si ça allait perdurer dans le temps et si c'était pas. Bref, il m'a recalé. Il m'a recalé. Je t'ai envoyé des notes, mec, un retour sur tout ce que t'avais fait. Par contre, j'allais enchaîner avec ça. Par contre, une chose que j'avais appréciée, c'est que même je me souviens, un coup, t'étais même venu chez moi et tu m'avais. Flo, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Hein. Il est venu chez moi avec
avec toute une feuille avec des notes de tout ce qui allait bien et tout ce qui n'allait pas. Et mais en soi, c'était cool parce que du coup, moi, j'appréciais parce que je me disais que c'est le retour de quelqu'un qui a de l'expérience dans ça. T'avais une chaîne YouTube, etc. Ouais. Et j'estimais que ce que tu me disais, c'était pertinent. Moi, je débutais dans ça. Franchement, je connaissais rien il y a encore un an. Pas que j'en connaisse beaucoup plus aujourd'hui, mais j'étais vraiment débutant à tous les niveaux. Et j'ai vraiment apprécié ça, tu vois, le retour au moins. Et ce qui est bien, c'est que t'es quelqu'un de franc. Et je pense que dans mon entourage, t'es une des personnes. Je sais que si tu me dis un truc, je pense pas que je sais que tu dis la vérité, tu vois. Ah ben, j'ai horreur du mensonge. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que la franchise, je pense que c'est ma première qualité. Après, ça plaît pas, hein, mais... Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie chez toi. Et pour le coup, franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que je suis très content que tu sois là aujourd'hui. C'est pas un problème de grossir ou d'avoir une telle place ou quoi. C'est juste que le cadre fixé là aujourd'hui, quand on voit où on est reçu, les micros, les lumières, etc., l'investissement qui est mis dessus, on se rend bien compte que là, tout est donné pour essayer de produire quelque chose de qualité. Et à partir de ce moment-là, c'est OK. Après, derrière, que ça fasse 50, 100, 200, 3000, 5000, 10 millions de vues, c'est pas ça pour moi qui est important. Donc, l'audience en soi, c'est pas ça. C'est plus... et du coup, quand on voit comment ça a évolué, je sais pas combien de temps ça fait maintenant, un an peut-être. Ouais, ça fait un an. Eh ben, c'est que ça évolue bien. Et une de tes particularités, toi, c'est que t'es quelqu'un qui a beaucoup, entre guillemets, voyagé. T'as connu plusieurs clubs. T'en as connu 5, je crois, si je me trompe pas. Alors, beaucoup voyagé, je suis resté en France. Donc, ça dépend à l'échelle de quoi. Mais j'ai eu mon premier club, c'était Air Urbaine Athlétisme, qui après a muté, est devenu Montbéliard Belfort Athlétisme. Après, je me suis entraîné dans un autre club sans muter. Je me suis entraîné au FC Mulhouse. C'était des années trop bien. C'était trop cool, vraiment. C'était dans mes meilleurs souvenirs d'athlète. Mulhouse. Ouais, c'était trop bien, quoi. Et après, j'ai muté à Nancy. Donc là, j'ai fait une première année où j'étais pas physiquement à Nancy, mais j'ai muté à Nancy. Après, j'ai déménagé à Nancy. Après, je suis parti de Nancy. Je suis allé en région parisienne à Fontainebleau. Là, j'y ai passé un an en tant qu'athlète et 2 ans à habiter là-bas. Et puis après, je suis revenu sur Nancy. Donc, je sais pas, là, ça fait quoi, 4 clubs, 5 clubs, je sais plus. Ouais, je crois que j'avais compté, je crois que c'était 5 clubs. Mais c'est pas perturbant de changer de club comme ça, de changer de groupe d'entraînement. Après, des fois, tu mutais, mais tu restais quand même dans le club en question, mais enfin, dans le même club, entre guillemets. Et c'est pas perturbant quand même de. Parfois, tu as dû quitter ton club, aller ailleurs, donc changer de coach, etc. D'autres méthodes. Tu vois, toujours s'adapter à quelque chose de nouveau, c'est pas perturbant, ça? Des coachs, j'en ai eu 10. Oh. Et du coup, 11 maintenant. Parce que On va en parler. J'ai changé de coach. Mais du coup... On peut dire que tu t'entraînes avec moi maintenant ou on peut le dire maintenant ou pas? Je pense qu'on peut l'officialiser, là, ça y est. Je me mets au triple. C'est sûr que c'est perturbant et c'est sûr que, tu vois, moi, par exemple, c'est une des choses que j'essaye à tout prix de faire rentrer dans la tête des gens que j'entraîne, c'est que la stabilité, c'est quelque chose qui prime sur pas mal de choses pour progresser et pour continuer son ascension. Donc c'est au contraire de ce que toi tu faisais alors. Exactement. Et le truc, c'est que moi, j'ai le sentiment j'ai eu très peu de gens, même j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, mais j'ai eu très peu de gens qui ont su vraiment me capter et prendre le temps de m'expliquer certaines choses. Et du coup, de ce fait-là, j'ai beaucoup vagabondé. Alors, j'ai aussi déménagé, mais j'ai beaucoup vagabondé de groupe en groupe. Et pour répondre à ta question de base, oui, c'est pas évident. C'est pas évident de changer de ville, de changer de coach, de changer de partenaire d'entraînement, de changer des fois même de méthode d'entraînement. Alors moi j'ai eu la chance de faire ça au moment donné où il n'y avait pas non plus la pleine explosion de tous les réseaux sociaux, etc. Donc t'es moins enclin à regarder ce qui se passe ailleurs et t'es focus sur ce que t'as à faire. Tu vois. Moi quand j'ai commencé l'athlé, ma montre c'était une montre Kalenji start-stop terminée. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'allure en direct, il n'y avait pas de pulsation cardiaque, j'avais pas tout ça. Donc forcément t'es plus centré sur ce que t'as à faire. Le coach, il fait office un peu de voix divine.
Et puis, C'est trop ça en plus. tu suis ce qu'il te dit, quoi. Ouais. Tu vois. Et maintenant, c'est quand même vraiment moins ça. Les gens, ils ont un œil critique, ils ont un aspect critique qui parfois est légitime et parfois pas du tout. Et ça rend le truc moins évident. Donc aujourd'hui, c'est sûr que moi, si jamais je devais le refaire différemment, il y a des coachs sans doute que j'aurais peut-être pas quitté. Des coachs vers qui je serais même pas allé du tout d'ailleurs. Mais Après, tu as dit quelque chose qui m'a interloqué, c'est que tu as dit que t'as pas eu de coach qui a su prendre le temps pour t'expliquer, etc., ou avec qui ça avait vraiment matché. Je sais plus comment tu l'as tourné, mais est-ce que tu penses que tu es le profil d'athlète qui est facile à entraîner? Ok, on a notre réponse. Maintenant, oui, je dirais, je suis un soldat. Donc, à partir du moment donné où je crois dans ce que tu me dis et où je suis capable de déceler où on va et que le projet il est clair, éclairé et que je te crois, ouais, je suis un soldat. Tu peux me dire d'aller faire le passage clouté en aller-retour sur les mains, aller-retour. Si je pense que c'est aussi une méthode qui va me permettre d'y arriver, je vais le faire. Même si ça n'a aucun sens. Donc, je suis pas chiant. Par contre, ouais, je pense que je demande de l'attention. J'ai besoin de comprendre ce que je fais. Ça, c'est un truc qui est tout nouveau depuis récemment. Et Avant, t'avais pas besoin de comprendre? Ouais, non, avant, j'étais un Bulls. Jusqu'à 2016, là, je faisais... La voix du coach et... Ah ouais, clairement. Et sans aucune analyse, sans me poser la question de trucs ou de machin. Et au pire, s'il y a une question qui venait un peu en moi, ce qui est déjà arrivé sur certains groupes d'entraînement, j'avais qu'à regarder autour de moi et je me disais, bah non, mais attends, il y a plein de champions, là. Donc, vas-y, il n'y a pas à douter. Et, l'environnement justifié. ouais, il justifiait clairement. Et du coup, je me posais pas la question. Et maintenant... C'est fou quand même, hein, parce que t'es pas non plus des jeunes, tu faisais quand même des très bonnes perfs. Et c'est fou de se dire que tu te posais pas de questions, quoi. Alors, j'ai eu une chance, c'est à l'époque, je vivais mal pour cette question d'ego. Mais j'ai eu une chance, c'est que j'ai jamais été le meilleur de mon groupe d'entraînement. Du coup... En même temps, tu t'entraînes avec des cadors. Je me suis entraîné avec pas mal de mecs forts. Ah oui. Et du coup, j'ai jamais été le meilleur de mon groupe d'entraînement. Ce qui fait que j'ai jamais eu ce moment où j'aurais pu gonfler en me disant ouais, bah de toute façon, il n'y a personne, machin, truc, je suis le meilleur, nanana. C'est jamais arrivé. Donc, à chaque fois que j'arrive à l'entraînement, même si j'avais fait mon record et que c'était très bien, que c'était très fort, il y en avait toujours un qui avait fait mieux que moi. Et du coup, ça remettait de l'humilité là-dedans, quoi. Donc, et du coup, bah, ça légitimait aussi le cadre de l'entraînement si je venais à me poser des questions. Mais j'ai jamais eu, je te dis, sur mes premières années, ma première partie de vie sportive jusqu'à 2016, je me suis jamais posé la question de pourquoi on fait des côtes courtes, pourquoi on fait des côtes longues, est-ce que la récup, faut pas la trottiner, est-ce que non, j'ai toujours fait ce qu'on me disait de faire, donc j'ai pas été chiant à entraîner. Par contre, je pense que je demande du temps. Beaucoup d'attention, ouais. Ouais, pas beaucoup, mais en tout cas, je demande de l'attention. Et quand est-ce que t'as remarqué ou tu t'es dit ouais, je crois que j'ai un truc, je crois que je suis chaud en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai battu mon pote. Ah ouais? Ouais. Quand je l'ai battu. Tu l'as battu quand? En quelle catégorie? Gros, dis-toi, j'ai commencé à atteler avec lui en poussin et je l'ai battu pour la première fois. Je crois que c'était en junior première année. Ah ouais, au 800? Ouais. Et pour resituer un petit peu, alors ça parlera peut-être pas aux gens, mais s'il y a quand même des gens qui font de l'athlé qui vont nous écouter. Donc moi, j'étais pas un excellent minime. En minime, donc à 15 ans, ouais, je faisais 2,49 au 1000 mètres. Donc aujourd'hui... Ce qui est déjà... Ouais, bah à Nancy, on se dirait, ouais, il est dans les meilleurs minimes. Bah, là où j'étais le 5e. Il y en avait 4 de meilleurs que moi. Et dans les 4, il y en avait un qui d'ailleurs a toujours le record de Franche-Comté, Jean-Baptiste Vernier, qui a toujours le record de Franche-Comté du 1000 mètres, qui avait couru un petit 2,37 ou un gros 2,36. Donc c'est fort. Hein. En minime, c'est fort. Et du coup, ce mec-là, il gagnait tout. Mais tout. Il avait pour les Nancéens... Ah, il t'a traumatisé ou quoi? Ah, non, il m'a pas traumatisé, mais c'était vraiment... C'était l'homme à abattre, quoi. C'est le GOAT, quoi, un peu, tu vois. Le GOAT. Et ce gars-là, il faisait donc ces chronos-là. Et moi, dans ma tête, c'était... ouais, c'est bon, on a JB dans l'équipe, tu vois. Tu vois, c'est bon, il y a JB. On faisait les crosses, ouais, c'est bon, il y a JB. Et en fait, à un moment donné, ben, comme je fais que de le répéter à mes athlètes que j'entraîne, c'est qu'à un moment donné, le talent, c'est bien, mais pour progresser, il y a la règle des 3 T. Talent, travail et temps. Et le talent, c'est moins important que le temps et le travail. Alors, si on veut être très bon, il faut qu'il y ait du talent. Mais même quelqu'un qui n'est pas bon, s'il travaille et qu'il y met du temps, il aura forcément des résultats. Et ça...
Et ben ça s'est vérifié et j'ai pu vous vérifier par rapport à moi-même. Alors j'ai pas un niveau de peintre, puisque comme je te l'ai dit, je faisais 2,49 au 1000 en minime. Mais en minime, je m'entraînais déjà 4 fois par semaine. Donc il y avait quand même une culture de l'entraînement déjà. Et ce gars-là, je l'ai battu pour la première fois. Alors au début, il a senti que je commençais à revenir en cadet, mais on courait jamais sur les mêmes courses. Donc en cadet, il fait une 58, je fais 2,01. Donc je suis plus qu'à 3 secondes. J'étais à 12 secondes 2 ans avant. Et puis en junior 1, on est vite, on n'est pas dans la même course. Puis à un moment donné, fatalement, on tombe dans la même course. Et je me rappellerai toute ma vie. On est juste avant le 600 mètres. Et je suis entré, il était parti comme un zinzin. Le lièvre devant s'arrête au 500. Il fait 80 mètres comme ça tout seul. Il se retourne, il se décale et il me fait signe de passer. Et là, je me dis, ah ouais, il veut que je passe, mais il veut m'allumer en fait. Et en fait, je passe à côté de lui et il m'a dit, allez gros, c'est à toi maintenant. Non. Et il a arrêté l'athlé 6 mois ou 8 mois après. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, je suis fort en fait. T'avais fait combien sur la course là? Je me rappelle plus. Je l'avais battu, c'est tout ce que je savais, je l'avais battu, gros. Et après, JB, il a fait un peu de 400. Et puis, voilà, ça a continué à être un pote avec qui je faisais la teuf, parce que j'ai beaucoup fait la teuf quand j'étais junior espoir. Et c'était un pote de teuf, quoi. Mais après, il a arrêté l'athlé, c'était plus pour lui. Il était usé aussi, il s'entraînait beaucoup, je pense, quand il était jeune. Donc voilà, c'est ce jour-là où je me suis dit, putain, j'ai battu JB. En junior première année. Puis après, derrière, je fais une 53 en junior, je manque les championnats de France de très peu. Et là, je me rends compte que en fait, je peux aller aux France tout seul, j'ai pas besoin d'une équipe avec qui j'ai fait le 4x1000. Et vas-y, il faut que je m'investisse plus, il faut que je m'entraîne plus. Et puis voilà. Justement, j'allais te demander à quel moment, justement, parce que tu viens de dire qu'en junior e-sport, c'est ça, tu faisais beaucoup la teuf. À quel moment est-ce que tu t'es devenu sérieux dans l'investissement de l'athlé? Je me suis beaucoup entraîné. Je te dis, fin de minime, j'étais à 4 fois. En cadet, je suis passé en sport. Je suis allé dans une section sportive. Donc j'ai déménagé de chez moi. Je suis parti en internat. Au lycée Gustave Courbet à Belfort, toujours. Okay. Parce qu'en fait, j'étais de Belfort. Mes parents ont déménagé, sont partis vers Montbéliard. Et moi, ma vie est à Belfort, quoi. Donc je suis allé pendant 1 an dans un collège privé et tout. Mais ça me faisait chier, quoi. Moi, je voulais retourner à Belfort. Donc j'ai repris mes clics, mes claques et je me suis barré en internat. Et je suis retourné à Belfort. Et là-bas, j'ai revu mes potes, je suis resté 3 ans là-bas en internat. Et puis après, à la fin de mon internat, je suis retourné à Montbéliard pour faire mon BTS. Mais ça m'allait pas, je continuais à aller faire les allers-retours à Belfort. Ah ouais. Et, BTS quoi? BTS négociation relations clients. NRC. NRC. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, fin de junior, je suis à 5 séances. Et puis, arrivé junior 2, 5 toujours. Puis j'arrive en espoir. Là, je me dis, bon, je me blesse. Espoir 1, je suis blessé toute l'année. Espoir 2, je suis blessé toute l'année. C'était quoi tes références un peu à l'époque là? Une 52 en junior. Une 52 en junior. Et c'est ça qui m'a fait rentrer sur une 52 800, qui m'a fait rentrer sur liste ministérielle de haut niveau jeune à l'époque. Et là, je me suis dit, vas-y, il faut que ça roule, quoi. C'est OK. Et puis à ce moment-là, je commençais déjà à faire un peu la fête avec les potes, le samedi, le dimanche. Après, c'est devenu aussi le vendredi. Puis c'était le vendredi, samedi, dimanche. Après, on a commencé à découvrir un peu les soirées étudiantes du jeudi soir. Donc, on allait jusqu'à Besançon, on tapait 100 bornes. Donc, on allait jusqu'à Besançon. On faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wow, c'était n'importe quoi. Et du coup, forcément, syndrome de l'essuie-glace, j'ai eu des entorses à répétition, des périostites à plus savoir quoi en faire, un conflit de hanche, une hernie inguinale. Enfin, j'ai eu moult blessures, mais à un moment donné, un syndrome rotulien. Enfin, c'était normal. Il y avait de l'alcool plus qu'il n'en faut, et c'était pas compatible du tout. Et à un moment donné, fin d'espoir 2, je suis encore blessé. Ça fait 2 ans que je suis blessé, et là, je me dis, je vais arrêter l'athlé. Ah ouais. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, et je rencontre, j'ai trop de coachs. J'arrive pas à passer le cap. Et je suis au bord de l'arrêt et j'ai écumé tous les coachs. Alors, soit je me suis fait virer, soit je me suis barré du groupe parce que ça me convenait pas. Tu t'es déjà fait virer des groupes? Ouais. C'est passé quoi? De quel groupe? Dans mes groupes à Belfort, je me suis fait virer de 2. Pourquoi? J'étais un peu sanguin, tu vois. Un peu? Ouais. Une fois, je me suis fait virer d'un groupe parce que c'est quand on était jeune, ça, parce que j'avais craché sur la piste. Ah ouais? Genre, j'étais en train de courir et entre 2 reps, j'ai craché sur la piste. Et le coach, il m'a dit, ouais, tu craches pas sur la piste et tout. Je dis, je fais quoi? Je dis, je crache où? Dans l'herbe? Il me dit, non, tu craches pas. Je dis, je crache pas, j'ai besoin de cracher. Il me dit, tu craches ailleurs. Mais je vais te cracher dessus alors. Et là, il m'a dit, tu prends tes affaires, tu dégages. Ok. Donc. Si un de tes athlètes te répond comme ça, tu fais quoi? Ouais, je ne parle pas comme ça, gros. Et du coup, à ce moment-là, j'avais écumé tous les coachs, j'avais plus de solution. Et j'ai appelé un pote à moi avec qui j'avais fait champion de France à l'époque, en cadet, et je savais qu'il était allé s'entraîner un peu à Mulhouse.
il courait plus, il avait arrêté l'athlé depuis. Et je lui dis, gros, il me faut une solution à Mulhouse, c'est la dernière chance, il faut que je me trouve un coach, je suis prêt à déménager et tout, mais il faut que je sorte de cette spirale, ça fait 2 ans que je perds plus, ça fait 2 ans que je fais plus de chrono, je suis blessé tout le temps. Et j'ai fait, je me rappelle, une dernière bringue chez moi, j'ai fait venir tous mes potes, on a tout pété dans l'appart, c'était horrible. Et j'ai déjà fait des soirées avec Flo et ah mais à l'époque c'était hard. c'était des bonnes soirées. C'était n'importe quoi, mec. On se mettait en danger, même nous. Hein. Et du coup, à ce moment-là, je leur ai dit, les gars, c'est la DER. C'est la DER. Ouais. On va tout casser, la caution on y part, c'est pas grave, on va tout casser quoi. Et on a fait la bringue, j'ai fait encore quelques festivals parce que je faisais beaucoup de festivals à l'époque. J'ai fait un dernier festoche avec eux et après je leur ai dit je continuerai à venir, je viendrai aux soirées mais juste je viendrai moins souvent et ce sera sans doute moins alcoolisé pour moi et je vais essayer vraiment de me mettre dans la clé. En vrai c'est dur, les gens se rendent pas compte mais c'est dur de prendre une décision comme ça quand t'es dans un groupe qui sort beaucoup, etc. Et le pire, c'est quand t'es dans un groupe d'amis, hein, je parle, qui fait pas de sport, etc. Un groupe d'école, par exemple. C'est très, très dur de prendre la décision soi-même, de dire, je vais arrêter de suivre les autres et je vais essayer de me concentrer dans un sport qui est très exigeant, où tu n'as presque pas d'argent. Malgré le fait que tu peux avoir un niveau national, hein, et je fais le parallèle avec le foot, par exemple. T'es dans un club où vous êtes au niveau national, par exemple, t'es payé. Tu vois, dans un club de sport, dans un club de foot, t'es payé. En athlète, c'est différent. Tu peux avoir un peu de sous, mais c'est différent. Surtout que sur mes dernières années, quand j'étais à Belfort, j'étais salarié d'un club de handball. Ah, je savais pas ça. Qui était en National 1. Et donc, j'ai bossé là-bas 2 ans et demi pendant mon école de commerce, pendant ma licence et mon Master 1. Et après, une année en tant que salarié. Et en fait, je voyais les joueurs, leur rythme de vie, leur soirée, je l'ai invité, aux soirées, bon, j'y allais pas, mais... Et je me disais, mais attends, mais eux, ça rend fou. Eux, ils sont payés. Ouais, et genre, ils s'entraînaient moins dur que moi. Ils étaient moins athlétiques. Alors attention, c'était des mecs qui s'entraînaient, hein, mais ils étaient moins athlétiques. Je te parle pas d'athlétisme, mais juste en tant qu'athlète. Bien sûr. Ils avaient un bon niveau de sport. Pas de problème, pour jouer en National 1, il faut être solide d'attention. Mais je me disais, putain, mais en prépa fille et tout, machin. Et moi, j'ai pas d'oseille, quoi. J'ai zéro. Donc, ouais, c'est sûr que faire des sacrifices pour ce genre de résultats, le seul résultat, en fait, qui doit primer, c'est le bonheur que ça nous procure. Et est-ce que ce que je fais, ça me plaît ? Et ça, c'est le centre du débat. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, en athlétisme, si on veut avoir des résultats, il faut s'investir. Et le problème, c'est qu'on fait de l'athlète avec notre corps. Et si on n'est pas capable de faire les sacrifices qui vont dans ce sens-là, on ne peut pas avoir de résultats. Ouais, moi, je dis toujours que notre corps, c'est un peu notre outil de travail, quoi. Oui. Faut en prendre soin, sinon, c'est problématique. Tu peux pas aller te mettre une tête le samedi soir et arriver le dimanche matin à la séance. La séance, elle fait 15, 16, 17, 20 bornes. Et peut-être ça va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis à un moment donné, tu vas dire, j'ai un peu mal là, ou j'ai un peu mal là, et machin. Puis bim, j'ai une tendinite. Et puis, j'ai pas de chance. Et ça a été mon mantra pendant longtemps. J'étais là, à un moment donné, j'ai pas de chance. Pas de chance. Mais t'as pas de chance, t'as pas de chance. T'as pas de chance parce que c'est toi qui la prends pas ta chance. T'es là, tu te mets des caisses tous les week-ends et tu penses que ça va sortir, ça va comme rouler. ça. C'est impossible. Le plus gros problème chez les jeunes, c'est ça. C'est qu'en fait, et moi je le comprends ce problème parce que moi ça a été le mien pendant longtemps, c'est de faire un choix. Et je voulais pas le faire. Et le plus gros problème de ça, c'est qu'après, t'es avec tes potes, tu fais pas en fait, t'essaies de tout faire. T'essaies d'être une multicasquette, d'avoir ta famille, tes amis, tes hobbies, tes potes, machin, et tout faire en même temps. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas. Et elle est là la plus grosse problématique de l'apprenti sportif, c'est de faire des vrais choix dans lesquels on a peur. En fait, c'est une quête du bonheur et on a peur de pas être heureux si on fait plus ci ou si on fait plus ça. Et moi, avant d'être carré et OK avec le fait de moins voir mes potes de Belfort et de moins faire avec eux la teuf, ça a pris quand même du temps. Et après, t'es dans une rancœur où t'es pas bien, t'es pas à l'aise. Et en fait, à un moment donné, moi, il y avait un truc qui était un peu malsain, c'était qu'en mode, j'étais aux soirées, j'étais genre un peu culpabilisé d'être là parce que je suis en train de manger des chips. Même si je bois pas d'alcool, je mange des chips, je bois du Oasis, machin. C'est pas mieux, hein. Tu te pètes la tête au sucre et au graisse, c'est pas mieux. Mais je me disais, au moins je suis là. Et comme ça, je vais pas rater d'anecdotes ou de trucs. Parce que des fois, j'arrivais à des soirées. Tu te rappelles, il y a 2 semaines, et j'étais pas là. Ça, c'est horrible, ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je loupe des trucs. Et puis, si ça marche pas en athlée, faut que je revienne parce que, tu vois. Et en fait, une fois que tout ça s'apaise, tu te rends compte d'une chose, c'est que, et c'est pas pour faire avec des citations ou quoi, mais il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs. Qui font la même chose que toi, en fait, c'est tout. Et si tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi,
t'es focus et t'es heureux dans ce que tu fais. Exactement. Et de toute façon, la vie fera le tri. Crois pas que les potes avec qui t'es en train de te chibar la tête au Jägermaster, je crois pas que eux, ils vont encore forcément tous être là quand tu vas être dans la merde et que tu auras besoin d'un logement. Non, mais ça, tu le sais pas sur le coup. Et crois pas ça. Crois pas que ces gens-là, ils seront tous à la première table de ton mariage. Crois pas que, tu vois, donc au final, il faut juste faire les choses pour être heureux pour soi, s'émanciper des pressions sociétales et de tout ça, et faire les choses juste pour soi et arriver à se recentrer. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune, faire ce choix, il est pas toujours évident, surtout qu'en plus, de les questions de l'argent, moi je me l'étais même pas posé, mais surtout que c'est un sport qui est incertain, dans lequel on n'a aucune certitude que ça va fonctionner. On va juste le rappeler du coup, donc toi tu es spécialiste du 800, tu peux nous rappeler ton chrono? J'ai fait une 46,96. C'est ça. Au 800. Enfin, je dis ça, j'ai juste vu avant de commencer l'enregistrement. Je me suis dit, attends, je vais quand même aller voir c'est quoi son chrono. Et juste pour mettre dans le contexte, c'est une perf qui est presque, c'est une perf N1. Et c'est tout proche d'une perf IB. Ouais, c'est presque International B. C'est presque IB, ouais. Donc encore une fois, pour les gens qui ne sont pas dans l'athlétisme, c'est comme si tu avais pratiquement les niveaux d'un joueur. Si je mets ça dans le foot parce que c'est le sport qui parle presque à tout le monde, c'est comme si tu avais le niveau d'un joueur international, quoi. Oui. Après, je fais exprès, je provoque un peu en disant ça, mais en soi, c'est le cas. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien rappeler, c'est que dans chaque équipe, il y a 11 places. Pour être sportif, foot, alors oui, il y a beaucoup plus de footballeurs que d'athlètes, mais des équipes de sport, de foot professionnel, il y en a partout dans le monde. Une ligne de départ du 100 mètres aux Jeux Olympiques, il y en a 8. Terminé. Voilà, terminé. Donc en fait, si t'es pas dans le 11 type de départ, eh ben déjà, tu n'es pas là. Donc, en fait, c'est pas vraiment comparable, mais c'est la meilleure place que j'ai eue, ça doit être, je sais pas, j'ai dû 93 ou 15 ou un top 100 européen. Voilà. Donc, mais c'est déjà rentré dans le top 100 européen, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais, après, il y a plein de gens, moi je côtoie plein de gens qui sont dans les top mondiaux. Oui, bien sûr. Et faut relativiser la performance et surtout, en fait, moi je pars du principe maintenant que la performance c'est très bien et il faut être content quand on fait des bonnes perfs. Non, mais faut, quand des personnes font des bonnes choses et des très bonnes choses, faut le dire, tu vois. Faut le dire et c'est une bonne chose, hein. T'es humble en disant ça, mais moi j'estime que c'est très très fort et d'autant plus que moi je m'y connais pas du tout en demi-fond et je connais seulement les gens qui font des grandes choses, donc on a de la chance au club d'avoir des personnes qui ont des très très gros niveaux dans le demi-fond et tu en fais partie, à savoir que tu fais partie des il y a qui, il y a Renaud et toi qui avez fait une 46 au 800. À Nancy? Ouais, il y a que nous deux, ouais. Il y a que vous deux, donc et Nancy c'est quand même une terre qui a connu des très grands champions, notamment Pascal Thibaut qui a fait 2 Olympiades. Après, lui, il a fait une 47, 47, oui. Une ou une 47-3, mais attends, c'était à l'époque. Oui, c'était pas les mêmes baskets. À une autre époque, etc. C'était pas les mêmes. Pas la même technologie, etc. Ouais. Mais c'est très fort. Je veux dire, tu fais partie, tu peux t'asseoir à cette table-là, tu vois. Et pas seulement au 800, t'as aussi cassé la barrière des 30 minutes aux 10 km. Peut-être que ça va aussi parler. Ouais, j'ai fait 29. J'aimerais bien faire 27. Non, j'ai fait 29. Je me suis dit, voilà, j'ai vu 29 fois, pas 27. 29,56 au mois de novembre, là, on fait à Vénissieux, 10 km de Vénissieux. Ah, c'est très fort aussi, ça. Ouais, j'étais content très, très parce fort. que c'est une barrière quand même. Hein. Tu peux expliquer un peu aux gens ce que ça représente, passer sur la barre des 30 ? C'est 20 km/h pendant 10 km, quoi. Donc, j'étais très content parce que c'est vraiment, même si maintenant plein de gens le font, mais c'est une barrière un peu mythique, quoi. Faire moins de 30 minutes aux 10 km, maintenant c'est beaucoup plus abordable avec les technologies qu'on a, mais j'ai nul doute que je ferai mieux. Mais ouais, j'étais très content parce que c'est un goal que je voulais depuis un certain temps et je le cours jamais le G1. Je dois en faire un par an comme ça, sans vraiment être préparé. Donc là, j'étais vraiment content, quoi. Et une question que je voulais te demander. Tu t'es récemment séparé de ton coach. Ouais. Donc, qui était Frédéric Fabiani, que j'ai reçu pareil dans le Zikwa Show. Ouais. Je te cache pas que moi, j'ai été surpris d'apprendre ça. Enfin, moi aussi. Surpris, oui et non, parce que on en parlait petit à petit et je savais que, alors, il n'y avait pas de problème, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu es quelqu'un qui a besoin d'attention.
Et t'estimais, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais tu estimais que tu n'arrivais pas forcément à avoir l'attention que tu avais besoin. Est-ce que c'est ça? Non, non, non. Fred, c'est un mec qui m'a entraîné il y a 10 ans déjà, quand j'étais à Nancy. C'est un mec qui m'a entraîné ensuite quand je suis revenu, sans aucune prétention sportive. J'étais là pour me réathlétiser. J'avais pris 14 kilos pendant mes 2 ans d'arrêt. Donc C'est vrai forcément, qu'à un moment, t'avais pris. Hein. Ouais. J'avais pris, ouais. Et du coup, c'est juste que ça me convenait plus. Moi, j'entraîne depuis 2018 maintenant. J'ai un œil qui s'aiguise un peu sur sur mes croyances, sur mes expériences, sur ce que j'ai envie de développer. Et voilà, j'étais plus forcément en osmose avec tous les choix d'entraînement. J'étais plus tout à fait en osmose non plus avec certains de mes partenaires d'entraînement. J'étais plus en osmose avec certaines horaires qui parfois étaient un peu un frein à mon quotidien, parce que quand t'entraînes et que tu t'entraînes, c'est compliqué de tout faire. Donc ouais, et puis je sentais que c'était le moment un peu de voir autre chose, quoi. Donc Fred, c'est quelqu'un qui... de toute façon, sans lui, je ne serais pas là, ni en tant qu'athlète et ni en tant qu'entraîneur, parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément sur le plan sportif, mais aussi personnel. Aujourd'hui, c'est un ami, et je suis content de l'avoir à mes côtés, parce que il me permet de continuer à me développer en tant qu'homme. Mais voilà, j'avais besoin d'autre chose, et j'ai trouvé cette autre chose qui me permet d'être plus équilibré dans ma vie, d'arriver à mieux opérer mes choix de journée, et puis voilà, c'est mieux comme ça. Comment est-ce que tu as appréhendé cette discussion avec lui? Est-ce que tu avais peur un peu quand même de lui parler de ça, ou peut-être tu as mis du temps à te décider de lui en parler? Comment ça a été le processus? C'est pas un mal-être, mais le choix, ou du moins la décision qui a mûri pendant plusieurs mois. Je te coupe, mais se séparer d'un coach, j'estime que c'est quand même un coach emblématique. Se séparer d'un coach comme Fred, c'est pas rien, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, mais après, je veux dire, à partir d'un certain moment donné, tu te sens aussi capable de faire les choses par toi-même et légitime. Et c'est un sentiment après lequel j'ai beaucoup couru sur les premières années de mon coaching, c'est ce sentiment de légitimité, c'est-à-dire que je suis qui, moi, pour entraîner ci ou entraîner ça, alors qu'il y a mieux que moi sur place, il y a mieux que moi à côté, il y a mieux. Et à un moment donné, t'avances, tu te rends compte que tu fais des trucs, tu fais des conneries, beaucoup de conneries. Et tu fais aussi des trucs bien, de plus en plus de trucs bien. Et puis, du coup, de moins en moins de conneries. Et du coup, finalement, 1 an ou 2 après, tu te rends compte qu'en fait, tu fais toujours des conneries. Mais tu croyais que c'était pas des conneries. Donc, en fait, t'évolues. et voilà, c'est ça le rôle d'un entraîneur. Sauf que quand t'es entraîneur et que t'es aussi athlète en même temps, t'es obligé d'avoir un œil critique sur ce que tu fais et ce que tu fais faire. Et voilà, donc ça a pas été un moment évident parce que je voulais pas lui faire du mal. C'est pas été un moment évident non plus parce que c'est le coach de ma conjointe. Et il y a quand même un projet olympique qui est en route. On en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, moi, je voulais surtout que ce soit un choix qui soit apaisé et qui soit mûrement réfléchi. Donc, il faut savoir que moi, j'ai déjà eu cette petite lumière qui s'est allumée en mode « Et si tu faisais les choses différemment tout seul déjà 6-8 mois avant, quoi. » Donc, après, à ce moment-là, tu as la lumière qui s'allume, tu es en pleine saison estivale, tu prépares des trucs, tu vois, tu te dis bon, donc voilà. Et Fred, j'ai eu une totale confiance en lui, donc il n'y avait pas de raison de dire attends, on arrête, tu vois. Donc, puis surtout pas en cours, c'était n'importe quoi. Donc, il fallait vraiment recentrer les débats et puis arriver à trouver plus d'apaisement, quoi. Mais comment est-ce que, concrètement, c'est quoi? T'as pris ton portable, tu l'as appelé, vous avez eu cette discussion au téléphone, vous vous êtes vu? Non, ça c'est les couilles molles, ça. Moi, je déteste ça. Je déteste. Les gens, là, j'en ai, moi, beaucoup, des gens qui arrêtent, qui abandonnent. T'as le droit d'abandonner, tant que t'es OK avec ça. Mais non, moi, on parle, quoi. On parle. Alors, j'aurais préféré que ça se fasse ailleurs qu'au stade parce que nos emplois du temps respectifs ont fait que ça n'a pas pu se passer ailleurs. Donc, on s'est posé dans la tribune. Mais j'aurais préféré que ça se fasse boire d'un café, tranquille, tu vois, dans un moment un peu neutre, tu vois. Ça s'est pas fait comme ça parce qu'on pouvait pas. Mais non, on a discuté. Et moi, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai expliqué que c'est pareil. Fred, c'est mon ami, c'est mon coach et c'est mon collègue. Donc, à un moment donné, tu vois, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi... trop de conflits d'intérêts. Non, enfin, mais conflit d'intérêt, mais certaines frictions, par exemple du milieu pro qui débordaient sur le milieu et à un moment donné, moi, sur le milieu sportif. Et à un moment donné, je lui ai dit mais Fred,
Moi, j'ai pas envie de perdre mon pote, en fait. Tu vois? Pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un truc ou un contenu d'entraînement où on fait trop de ci ou pas assez de ça, peu importe ce que c'est. Et j'ai pas envie que ça vienne mettre des... Et ça mettait des frictions, tu vois, genre le matin, des fois, ouais, salut, ça va, ouais, ça va. Bon, c'est pas ouf, quoi, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de perdre... Moi, comme on l'a dit, entoure-toi de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Et si les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, t'arrives pas à les fédérer autour de toi parce que tu fais des choix de merde, c'est dommage. Donc voilà, il était temps pour moi de passer à autre chose. Pour que les gens comprennent, du coup, parce que ceux qui te connaissent, je pense qu'ils comprennent. Mais ceux qui te connaissent pas, en fait, Fred, donc il est employé par le club, toi aussi. Donc vous travaillez, en fait, vous êtes collègues. Et en même temps, Fred, il est coach. Toi aussi, t'es coach avec, t'entraînes des athlètes aussi. Mais du coup, Fred, c'est ton entraîneur aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit que il voulait pas perdre son pote déjà et que des conflits professionnels déteignaient sur la vie d'entraînement, quoi, on va dire. Mais ouais, c'est pour ça, je t'ai dit. Alors, d'un œil extérieur, voilà, on voit pas tout ce qui se passe entre guillemets dans l'intimité entre un coach et son athlète, mais ouais, quand j'ai appris ça, d'abord je me suis dit ok, mais du coup il va s'entraîner avec qui? La première chose, c'était que moi je voulais bien me lancer tout seul, mais c'est compliqué de faire ses propres plans tout seul parce que est-ce qu'il y en a pas trop? Est-ce qu'il en manque pas un peu? Donc après, me faire mal tout seul, tu sais, c'était devenu un peu mon quotidien parce que Renaud, il a arrêté. Donc Renaud Rosière, qui était mon partenaire d'entraînement sur les dernières années, il a arrêté l'année dernière. Et c'est à ce moment-là, en fait, où moi, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis tout seul. Et moi, la clé, c'est les copains. S'il n'y a pas les copains, ouais. Donc, étant donné que Renaud était plus là, moi, je me retrouve tout seul à l'entraînement. Et Fred, il faisait de son possible pour pouvoir en demi-fond, on essaye d'avoir un lièvre à vélo sur les séances pour adoucir un peu les choses parce qu'il y avait quand même des allures de zinzin des fois à l'entraînement et si t'es tout seul dans le vent qu'il n'y a personne, c'est pas évident. Sauf que Fred, il est pas toujours ultra dispo, il entraîne beaucoup de monde, beaucoup de spé, des haies, des hautes, des haies basses, un peu de saut, des fois du lancer, ça arrive, de la marche, du demi-fond, du sprint court, du sprint long, du marathon, il y a beaucoup de monde, quoi. Donc il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde et donc ça m'est arrivé par moment d'avoir d'être tout seul à l'entraînement. Et donc à ce moment-là, je me dis, mais attends, je suis tout seul, j'arrive à faire mes séances tout seul, des fois c'est Aurore, ma compagne, qui vient me tirer à vélo. Du coup, je pourrais le faire tout seul. Et sauf que le seul truc qui me manquait, c'était est-ce que je vais arriver à mettre la bonne dose de paprika? Est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu trop de piment? Et voilà. Donc du coup, j'ai fait appel à... besoin d'un œil extérieur. Ouais. J'ai fait appel à Renaud. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute mec, est-ce que ça te dit qu'on fasse le plan à deux, quoi? Et on essaye de but en blanc, d'avancer comme ça. Et voilà, donc on a fait plusieurs mois ensemble comme ça pour que ça fonctionne bien. Je me suis blessé. C'était la première blessure un peu chiante, parce que ça a quand même pris 3 mois pour soigner ça. J'ai eu une inflammation au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est... Donc c'est une des parties du bassin, grosso modo. Et du coup, voilà, forcément, si tu te poses 2 minutes, tu te dis attends, il vient de changer de coach, il se blesse. C'est bizarre. Donc voilà, après moi j'ai pris ça comme un enseignement et je me suis dit bon, peut-être qu'il y avait trop de ci ou pas assez de ça, peu importe. Et on a continué notre petite avancée et il y avait quelqu'un qui était dans mon entourage depuis quelques temps, Vincent, qui me renseignait sur pas mal de choses, surtout sur la partie plus scientifique de l'entraînement. Et du coup, donc c'est quelqu'un qui alors je crois qu'il a un doctorat, je suis pas sûr, mais en tout cas il est doctorant, c'est sûr, mais en physio du sport. Donc du coup, voilà, depuis 4 semaines maintenant, avec l'aval de Renaud s'occupe vraiment de la partie préparation physique, puisque c'est son métier. Et moi, et Vincent s'occupe de la partie planification et plan d'entraînement sur la partie course à pied. Et voilà, on travaille comme ça ensemble avec une sorte de trinôme. Ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis pas encore dans une période où je peux te dire si j'ai progressé ou pas, parce que c'est tout frais, c'est tout récent. Mais en tout cas, c'est une autre manière. Non, mais t'as l'air confiant quand même sur les réseaux. Tu mets des posts, des trucs. Alors moi, je comprends rien, mais je vois que tes kilomètres augmentent. Ouais. Et c'est plutôt une bonne chose pour un demi-fondeur. En tout cas, je me réathlétise. Voilà, je repère du poids, je me réathlétise, je me remets dans le mood. Les premières séances un petit peu vraiment révélatrices sont pas encore là. Donc là, on est vraiment dans une phase de préparation. On verra. Maintenant, j'en attends pas de battre mes records forcément tout de suite cet été. Et c'est là où je sais que je suis plus un cadet. Et c'est ce dont on a discuté avec Vincent quand on a fait la visio à 3 avec Renaud pour savoir ce qu'on faisait.
Il m'a dit, tu sais, c'est une méthode qui peut prendre un petit peu de temps, etc. Faut peut-être pas. J'ai dit, attends, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas un cadet et j'attends pas parce que j'ai changé de coach de battre mon record dans 3 mois. Si là, la saison là, elle est cuite et puis qu'il faut travailler plus longtemps, eh ben, tant pis. Alors, bien sûr que je voudrais battre mes records cet été, mais si jamais c'est pas le cas, c'est pas ça qui va faire que je vais dire, c'est bon, j'arrête l'athlète. Pour faire un peu plaisir aux puristes, les gens qui sont dans l'athlète et plus précisément dans le demi-fond, tu peux nous expliquer un peu les méthodes ou c'est confidentiel? Non, il n'y a rien de confidentiel. C'est juste que, grosso modo, si tu veux, c'est une méthode d'entraînement par contrôle de la lactatémie. Donc, il faut savoir que le lactate, c'est quelque chose qu'on produit dans notre organisme qui, naturellement, même sans rien faire. Et donc, l'idée, quand on fait un effort, on a une capacité à traiter ce lactate. Et en l'occurrence, les grandes visions de l'entraînement, c'est beaucoup, on va vers une intensité donnée et on se rapproche de plus en plus de l'intensité voulue, l'intensité spécifique, jusqu'à y être, on va l'avoir bien accepté et puis on va en compétition. Grosso modo, c'est ça les grandes lignes, quoi. Et donc l'idée du contrôle de lactatémie, c'est de faire quasiment tout sous contrôle, de faire progresser ce qu'on appelle ces seuils, donc le seuil 1 et le seuil 2, son seuil aéro et son seuil... c'est un non-sens, mais son seuil anaérobie. Certains vont grincer des dents quand je vais dire ça, mais voilà, l'idée c'est ça. Et en partant de ce principe-là, il n'y a pas besoin, en tout cas, dans ces lignes-là, de se dire on va mettre des séances space sans arrêt et on va s'ouvrir le crâne en deux chaque séance, quoi. Et donc l'idée, c'est d'avoir un profil qui est plus aérobie et de rééquilibrer un peu la balance. Vincent aime à dire qu'il y avait un petit peu trop de sirop dans ton sirop pendant quelques années. Voilà. Et je trouve que cette métaphore, elle est plutôt sympa. Mais c'est sûr qu'au début, tu bégayes. Parce que là, en ce moment, je fais des trucs à l'entraînement, j'ai le frein à main tout le temps. Mais d'un autre côté, je me sens 10 fois plus frais. Là, on vient de finir 4 semaines d'entraînement, je crois. J'ai pas pris un seul repos. Pas un jour de repos. Alors qu'avant, sur certaines méthodes d'entraînement, putain, t'arrives, t'es là, t'es le samedi, tu t'es pas encore reposé, tu dis putain, heureusement quel repos aujourd'hui, je suis mort, quoi. Après, tu fais ta séance du dimanche, puis le lendemain, t'es là, tu fais ton footing le matin, la muscu le soir, tu dis putain, le fartlek de hier, il m'a tué, faut déjà repartir pour une semaine, c'est chaud et tout. Et là, pas du tout, quoi. Là, je me sens, alors, oui, les intensités sont moins élevées. Ouais, et là, j'ai fait ma première séance d'intensité hier, et à ma grande surprise, j'arrive à courir, quoi. Et un peu vite quand même. C'est pas du tout ce que je faisais avant, mais voilà, donc on verra. Là, je vais partir en stage à Font-Romeu pendant 3 semaines, faire du globule. Et ça va être l'occasion de partir en stage avec eux, donc de les rejoindre, tous les mecs de la team que Vincent entraîne. Parce que lui, il est d'où, lui? Région parisienne. Okay. La team Consistency, s'il y en a qui veulent aller suivre ça sur les réseaux. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu ce que ça donne. En plus, il y a quand même pas mal d'athlètes qui l'ont rejoint, des athlètes qui ont un certain niveau quand même. On parle de Fabien Palco, qui a plusieurs médailles au championnat d'Europe. On parle de Arthur Gervais, qui a couru 3,34 au 1500 mètres l'année dernière. On parle de Corentin Leclésio, qui a fait une 45 au 800 l'année dernière. Enfin, voilà, c'est une team de coureurs de qualité. Et Maxence et Clément également. Donc, on est plusieurs dans ce truc-là, à se tirer vers le haut. On est plusieurs à faire confiance. Parce qu'au début, tu dis, je vais rejoindre un truc, un machin, mais personne ne le fait, c'est bizarre, c'est machin. Mais il faut savoir qu'en France, c'est pas trop développé et pratiqué, puisqu'on part plus, comme je te l'ai dit, de cette méthode où on part vraiment de l'intensité. Mais par contre, sur d'autres pays, comme les pays nordiques, c'est ultra développé. Tu as des pays comme la Norvège. C'est ce que j'allais dire. Avec leur. D'ailleurs, ça s'appelle plus ou moins la méthode norvégienne. Mais tu vois, sur leurs triathlètes, sur les skieurs de fond, etc., tu as beaucoup de gens qui pratiquent cette méthode-là d'entraînement et qui ont des résultats. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Mais en tout cas, il n'y a pas d'embrouille entre Fred et toi. Non, il n'y a pas d'embrouille. C'était ça. Alors, bien sûr, ça a été un petit peu plus, pas tendu, mais un petit peu plus... Ça fait jamais plaisir pour un coach de perdre un athlète qui plus est un de ses très bons athlètes, tu vois. Donc, surtout qu'on avait on a une relation qui est privilégiée. Fred aujourd'hui, c'était même quand il était m'entraîner là, c'était plus mon pote que mon entraîneur. Et des fois, je lui disais des trucs. Les autres, ils me regardaient en mode, mais comment tu peux lui dire ça? C'est pas bien. Enfin, c'est bien que tu t'en rendes compte, parce que même moi, des fois, je me disais, mais c'est plus ton coach, en fait. Tu vois, Et c'est aussi ça qui, à un moment donné, il y avait peut-être un phénomène de lassitude aussi, tu vois. Je veux dire, 2018 jusqu'à 2023, et que c'est quand même passé 5 ans, c'est un cycle 5 ans. Hein. Donc, puis Fred, il m'entraînait déjà à l'époque, 2014-2015. Mais même quand je suis parti à Fontainebleau,
en 2015-2016, j'ai fait ma saison là-bas. Fred, je l'avais encore au téléphone une fois par semaine. Allez, une fois toutes les 2 semaines, max. Puis on discutait de ci, de ça, de machin. Et même l'année où j'ai arrêté l'athlé, je continuais à l'appeler. Donc Fred, j'ai toujours été en contact avec lui. Ça, Non, mais c'est bien. ça fait 10 ans, ça n'a jamais changé. Donc c'est pour ça, tu vois, on a une relation qui est privilégiée. Et aujourd'hui, l'avenir qu'on a, lui et moi, c'est plus lui en tant que coach expérimenté quand même, parce que ça fait quand même 30 ans qu'il entraîne. On a plus une relation qui va évoluer dans les années à venir sur de l'échange auprès de l'entraînement. Et je pense que c'est bien comme ça. Non seulement tu as un bon niveau en tant qu'athlète, mais tu réussis à amener des athlètes à un bon niveau aussi. Donc ça, je trouve ça très louable. Alors C'est pas simple. Donc, pour l'instant, ils sont jeunes. Donc je pars du principe que de toute façon, un jeune, si tu le cadres bien et que c'est cohérent dans l'entraînement, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas. Après, une fois qu'on passe espoir, qu'il y a déjà quand même par le passé 6-7 séances par semaine, ça devient... là, il faut commencer à être un petit peu plus pointu dans l'entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas d'athlète qui s'entraîne suffisamment dur pour pouvoir me faire des nœuds à la tête complètement sur l'entraînement. Maintenant, je me remets en cause quotidiennement, j'essaie de faire évoluer mes méthodos et la manière dont j'aborde les choses quotidiennement, parce que je pense que se remettre en question, c'est très important. Celui qui commence à reproduire les mêmes plans d'entraînement tous les ans et qui réfléchit pas, pas d'intérêt. on en connaît, on est comme ça. Ouais, il y en a, il faut tout pour faire un monde. Mais s'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Oui, Si tant les mieux, athlètes, tant ça mieux. leur convient, tant mieux. Mais moi, c'est pas du tout ma philosophie. Et du coup, oui, c'est sûr que faut jongler. Faut jongler parce que surtout que là, la méthodologie que j'ai maintenant, elle me demande de m'entraîner un peu plus. 10 à 12 fois, grosso modo. En tout cas, c'est ce vers quoi on va tendre. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que quand tu t'entraînes 2 fois par jour, qu'il faut bosser et qu'il faut entraîner ton groupe, il faut... Justement, comment tu arrives à gérer ton emploi du temps? Gros, je suis bon en jeux vidéo, donc Tetris, ça me connaît, tu vois. Non, il n'y a pas de secret. Parce que c'est un truc qu'on s'est dit tout à l'heure quand t'es venu au studio, c'est que je t'ai demandé, ouais, ça va? Tu m'as dit, je suis crevé, mec. Je suis mort. Et moi, je t'ai dit, ouais, pareil. Je t'ai dit, mais à chaque fois qu'on se voit, on est crevés tous les deux. Ouais, après, Même quand on s'était vu pour, tu sais, on était parti au resto pour manger, on avait vite fait c'est bien mère. ouais, et pareil, on était crevés tous les deux, tu vois. C'est un truc de fou quand même. Je pense que voilà, il y a des sacrifices à faire. Et là, par exemple, tu me disais, il fait beau, t'es dans ton jardin, machin. Mais en fait, mon jardin, si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Et le truc, c'est que vu que le reste du temps, je suis full sur le stade, soit pour mon taf, soit pour moi, soit pour les gens que j'entraîne, c'est-à-dire que je pèse mes mots, je n'ai pas de temps pour moi. Zéro. Alors, combien de temps ça durera ? J'en sais rien. Il y en a plein qui m'ont dit « Arrête, tu vas casser ta pipe. Dans 6 mois, on parle plus de toi. » Ça fait 5 ans, 6 ans, ça dure comme ça. Donc, peut-être que j'ai le courage que certains n'ont pas. Peut-être que j'ai la franchise que certains n'ont pas. Peut-être que j'arrive à faire des sacrifices que d'autres n'arrivent pas à faire. Peut-être que ces sacrifices-là sont trop durs pour d'autres. Mais moi, dans une journée, je me lève le matin, je fais ma séance sur le vélo, je vais travailler, je rentre le midi, si la séance n'a pas été faite le matin, je la fais le midi sur le tapis ou sur le vélo, suivant ce que j'ai à faire. L'après-midi, je retourne travailler, je quitte le travail, je vais m'entraîner, je rentre, je prends une douche, je vais les entraîner, je rentre chez moi, 21h, je fais à manger. Là, en plus, Aurore est parti en ce moment. 22h, 22h30, j'ai pris ma douche, je mange. 23h, extinction des feux. Et demain, c'est de rebelote. Et c'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi. Le samedi, c'est la même chose parce que je travaille le matin, mais c'est un peu plus flex parce que j'ai une après-midi pour moi. Mais c'est comme ça tous les jours. Faut se rendre compte il faut une sacrée rigueur pour tenir un rythme comme ça. Ouais, Tu peux tenir ça, allez, une semaine, peut-être 2. Mais tenir ça sur toute une année, sur toute une saison, faut être discipliné. Et c'est ce que je disais aux gens, c'est que je me disais, putain, t'es motivé, mais moi, je suis plus motivé, ça fait longtemps. C'est plus de la motivation, là, c'est... C'est de la discipline, je suis discipliné, je sais ce que je veux faire, je sais que si je veux le faire, j'ai pas le choix que de le faire comme ça, je me suis imposé un truc qui était d'entraîner des gens, d'avoir envie d'entraîner des gens, alors à la base, je l'ai fait pour pallier à un manquement du club. Qui a pris goût et que j'ai pris goût, je me suis mené, enfin, je me suis jeté dans le jeu, et maintenant, faut assumer, Coco. Faut assumer ses choix. Donc, il y en a plein qui m'ont dit c'est bon, lourd ton groupe, et puis concentre-toi sur toi, t'as vu les perfs que tu fais, tu pourrais faire mieux. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit imagine si t'avais pas arrêté pendant 2 ans, là, t'as fait une 46, mais t'aurais peut-être fait mieux. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, la vie, c'est fait des expériences qu'on a, et peut-être que si jamais je m'étais pas arrêté, peut-être que j'aurais pas fait mieux, parce que si je marchais toujours à l'ego, peut-être que non.
Donc, je pense que tout doit arriver dans la vie, tout ce qui arrive doit arriver. Et il doit nous servir d'expérience pour avancer et pour la suite. Si tes erreurs ou les étapes de la vie que tu as eues ne servent pas d'expérience et que tu t'en sers pas, bah t'es con. Puis voilà, t'es con. T'es con parce que ça veut dire que t'apprends rien. T'apprends pas tes erreurs. Je suis convaincu. Donc à partir de ce moment-là, voilà, moi je me suis engagé. C'est un contrat moral que j'ai pris avec des jeunes, avec un club, avec des parents, de m'occuper du mieux possible des jeunes. Alors ça plaît pas à tout le monde, hein. Il y en a certains ils comprennent pas, il y en a certains ils pensent que je suis trop dur, il y en a certains ils pensent que la rigueur que tu te mets tu peux pas l'imposer à tes athlètes. Mais c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que j'ai remarqué que et ça je pense que si on te connaît pas on peut pas le voir tout de suite, mais si on te connaît pas on peut dire de toi que tu es quelqu'un de très dur envers ton entourage, mais par contre tu t'infliges la même rigueur. J'irais même jusqu'à dire de toute façon que si j'infligeais je demandais la même rigueur à mes athlètes que celle que moi je me mets, mais j'entraînerais plus personne. Je pense. J'entraînerais plus personne. Donc, je pense qu'on est tous faits d'un composant différent et on a chacun nos propres vies et nos propres expériences qui font qu'on est qui on est. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'envie. Durant un temps, peut-être, j'avais envie de plaire au plus grand nombre, d'essayer de rentrer le plus possible et que on se dise tous ah Florian c'est bien. Moi aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que j'ai à faire du mieux que je peux, du mieux que je puisse faire. Je rentre chez moi, je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis fier d'emmener les gens où je les emmène avec moi dans mon sillage si j'y arrive. Je dis c'est pas forcément la bonne route, mais en tout cas c'est la route que moi j'ai décidé de prendre. Et voilà. Et si après il y a des erreurs, eh ben, j'espère que les gens qui sont autour de moi sont suffisamment intelligents et suffisamment dans une bonne osmose pour se rendre compte que de toute façon, tu as fait du mieux que tu pouvais. Donc si tu fais du mieux que tu peux pas te tromper. Tu te trompes que si tu fais pas. Donc si tu te mets à faire bien les choses, eh ben, si tu te trompes, la fois d'après, te trompe pas. Et continue d'avancer. Mais moi, je pars du principe très simple dans l'entraînement, c'est que je fonctionne à l'américaine. Tout le monde a sa chance. Donc je m'en fous de savoir si t'es champion du monde ou si t'es dernier au cross départemental. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Tu veux venir, le cadre fixé c'est ça. Est-ce qu'il te convient? Oui. Ok, on travaille. Et après que je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est le chemin de A vers B. Comment est-ce qu'on progresse et qu'est-ce qu'on fait? Et puis quand tu seras arrivé à B, on ira à C. Sera assez, on ira à D, etc. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai du monde. C'est parce que moi, à partir du moment donné où tu acceptes de venir t'entraîner X fois par semaine, à partir de ce moment-là, on avance. Par contre, si elle mettait un touriste et que tu viens... Et je me mets dedans. C'est-à-dire que moi, j'aurais eu un junior comme moi j'étais. Ça aurait été drôle, ça. Eh ben, je pense que le mec, il fait 6 mois et je lui dis, tu sais quoi? Alors après, le truc, c'est que moi, je venais aux séances. J'ai toujours assumé ce que je faisais. Donc. Mais c'était un mec qui vient, il fait la fête, il fait machin, il fait truc. Si le mec il fait ça, qu'il assume et qu'après il vient pas pleurer quand il se blesse, eh ben c'est bon, je l'entraîne, il n'y a pas de problème. Après, il est grand, hein, c'est lui qui est blessé, c'est lui qui veut pas courir. Mais voilà, le fonctionnement que j'ai, il est d'accueillir tout le monde, tout âge. Ah non, mais oui, on le voit, tu acceptes. Et après, derrière, il y a des gros... Ce qui est bien, c'est qu'en prenant tout le monde, même celui qui, je mets des gros guillemets, serait pas bon ou mauvais, vu que j'en prends plusieurs, de toute façon, il va devenir meilleur. Et j'en ai que j'ai pris il y a quelques années, je le dis ouvertement, qui étaient vraiment pas vraiment de qualité, quoi. Et qui font aujourd'hui des performances. Ah, des fois, il y a des surprises. Hein. Bien sûr. De belles surprises. Parce que, encore une fois, la règle des 3T, talent, temps, travail. Et vu que le talent, c'est moins important que le reste, eh ben, si tu mets du temps et tu mets du travail, tu auras forcément, un jour ou l'autre, des résultats. Ça prendra peut-être 15 ans, mais tu auras des résultats. En plus de ça, en plus de ton statut de haut niveau, t'es aussi sponsorisé et ambassadeur de la marque Joma. Ouais. C'est ça? Et c'est drôle parce que je crois que vous ne verrez jamais Flo porter autre chose que du Joma. La dernière fois, on était au resto avec des amis et le mec, il est venu en jean, survêt de sport Joma, basket Joma, mais vraiment tout le temps Joma. J'ai la chance d'avoir un équipementier qui me suit, donc c'est une marque espagnole qui se développe bien et j'ai un partenariat avec eux. On les voit partout, même à très très haut niveau, ouais. On les voit partout. Surtout sur les sports co, ils se développent bien là, sur la partie running et surtout sur le trail. Mais ouais, ils m'ont donné ma chance de pouvoir être ambassadeur de leur marque. C'est cool
de pouvoir représenter, de faire des feedbacks sur les produits, de faire évoluer un petit peu le développement Des produits. Ouais, c'est cool. Et justement, on va en parler dans un instant, mais il n'y a pas que Joma, il y a aussi, t'es aussi sponsorisé par Service Sport. Ouais, bah en fait, c'est un distributeur. C'est un distributeur qui distribue Joma localement. En fait, à la base, j'étais ambassadeur avec Servicial Sport. Avec Cédric et Vincent que je salue au passage, et du coup une fois que ça a pris, après petit à petit, à un moment donné tu peux aussi avoir des contrats qui sont un petit peu plus gros, mais mes performances me permettaient d'avoir un peu mieux, sauf que moi le but c'est pas de saigner comment dirais-je, le distributeur local. Le but, c'est qu'après, tu es une marque qui crache, parce que là, c'est aussi la marque qui va te suivre, et puis qui peut se permettre de te faire évoluer. Et c'est un bon feedback, parce que moi, j'essaie de leur faire des contenus qui sont un peu pro. Ils essaient de se développer un peu sur la France. Ils sont très présents en Espagne, forcément. Mais forcément, voilà, c'est un contrat gagnant-gagnant, quoi. Et tu l'as dit tout à l'heure, du coup, tu fais partie de la Consistency. Voilà, team. Et aussi, t'es aussi sponsorisé par la Banque Populaire. Ouais. Par exemple, la Banque Populaire, comment est-ce que tu as été sponsorisé? Comment est-ce que c'est arrivé? C'est toi qui allais les voir ou tu as un agent? Non, on n'a pas. Enfin, Aurore a un agent. Je parle de toi pour l'instant. Ouais, Aurore a un agent sportif. Moi, j'ai eu personne. Et l'agent sportif s'occupe uniquement de la partie compétition. On l'a engagé sur des compétitions, sur des meetings, négocier. Tu rentres pas au meeting Hercules comme tu rentres au meeting de Lunéville, quoi. Forcément. Maintenant, à côté de ça, non. En fait, c'est toi qui es parti les voir avec un dossier sponsorisé. Ouais, j'ai créé tout. C'est ma formation à la base. Non, bien sûr. Non, mais pour que les gens comprennent, parce que peut-être que des fois, ils se disent Flo, c'est normal. Non, mais de toute façon, dans ce monde, faut aller chercher les choses. Personne t'amènera rien tout cuit. Et en fait, très simplement, il y a la carte bleue, les nouvelles cartes bleues qui sont arrivées à la maison, dans la boîte aux lettres. J'ouvre les cartes. Et là, je vois les nouvelles cartes. Donc, on avait des cartes gold. Et je vois les anneaux olympiques dessus. Et je dis, attends, c'est quoi ça? Et là, je montre à Aurore. Je dis, ils ont mis les anneaux olympiques sur la carte bleue? Elle me dit, quoi? Elle me dit, c'est normal, c'est Paris dans 3 ans ou 4 ans. Je dis, mais Aurore. Elle me dit, quoi? Je dis, il y a les anneaux olympiques sur la carte. Elle dit, mais oui, j'ai compris. Je dis, mais non, mais t'as pas compris. Et je lui ai répété une 3e fois, il y a les anneaux olympiques sur la carte. Oh, tu dois être chiant comme mec, putain. Et là, elle me dit, je vois pas où tu vas en venir. Et je lui ai dit, on va prendre un rendez-vous avec le conseiller. Elle me dit, mais pourquoi faire? Tu voulais pas une gold? Mais je dis, mais si, on va prendre rendez-vous avec le conseiller. Et donc, on y est allé. Le mec, il était en face de nous. De première rencontre, on l'avait jamais vu. Voilà, je lui ai prétexté une rencontre pour qu'on se rencontre. Pour faire un crédit. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle était à côté de moi, elle était mal à l'aise. Et là, j'ai sorti la carte bleue, je l'ai posée sur la table et j'ai dit, pour ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, elle marche pas? Je dis, je pense que si, elle marche bien. Il dit, je comprends pas. Je lui dis, c'est quoi les anneaux olympiques? Mais en plus, ça, c'est vraiment Flo. Hein. Ce qu'il dit, c'est lui. C'est vraiment lui. Je dis, c'est quoi les anneaux olympiques, là? Et il me dit, c'est pour les Jeux Olympiques, vous savez, la compétition. Je dis, attends. Et là, j'ai sorti deux dossiers de présentation athlète, le mien et celui d'Aurore. Et je lui ai dit, je pense que vous savez pas qui vous avez en face de vous. Vous connaissez pas vos sociétaires. Et là, il se grattait un peu la tête et tout. Et puis, il me dit, attendez. Et puis, donc là, je lui explique. Et ils ont été super à l'écoute. Ils ont été super à l'écoute. On lui a expliqué le projet. Lui, il est que conseiller. Donc, il peut pas non plus faire des trucs de ouf, tu vois. Mais ça lui a parlé. Après, il nous a dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Et 3 jours après, on avait un rendez-vous avec une personne qui gérait la communication et les partenariats. Et puis après, on a avancé de fil en aiguille, on leur a exposé notre projet, et puis banco, quoi, ils nous ont suivis. Ça, c'est top. Voilà. Après, dans la vie, il faut pousser les portes. Il faut pousser les portes, et il faut pousser les portes, des fois, il faut les enfoncer, les portes. Et si la porte, elle est fermée, il faut passer par la fenêtre. Il faut être mort de faim, en fait. C'est pas parce qu'on se mange un stop que ça va pas aller. C'est comme quand, à l'époque, tu voulais chiner des meufs. Tu vas arriver, tu vas peut-être te manger 99 stops, peut-être que le 100e, ça sera bingo, tu vois. Et du coup, peut-être que le 100e, il va pas arriver en 100e place, mais peut-être qu'il va arriver au bout de 10, 12, 13. Donc voilà, faut se manger des stops. Mais là, par exemple, je cherche d'autres partenaires et je me mange stop sur stop sur stop. Ça fait 6 mois, je mange des stops. J'arrive pas à trouver un nouveau partenaire là pour Aurore. Donc je cherche, mais c'est pas toujours évident de. Voilà. Puis on est dans un sport, comme tu l'as dit, il y a pas d'argent. Donc si on veut avoir des moyens, les stages ça coûte cher. Là, Aurore, elle est partie 6 semaines en Afrique du Sud. Moi, je pars 3 semaines dans les Pyrénées. À un moment donné, c'est un coût, quoi. Donc, faut trouver des partenaires. Et pour ça, il n'y a personne d'autre que toi-même qui va le faire, quoi. Ça coûte combien une saison pour un athlète comme toi? Ça coûte combien une saison? Je n'ai pas chiffré pour moi, mais on est entre 15 et 20 000, à peu près.
Ouais, donc Entre forcément. les stages, le matériel, Puis comme tu l'as dit au début, t'es pas, désolé, je te coupe, mais t'es pas athlète professionnel. Oui. Mm. Oui. Donc sortir, alors des fois on s'en sort un peu mieux, hein, mais ouais, tu vas tirer des trucs, tu vas essayer d'avoir des gratuités, tu vas essayer de te faire inviter par les meetings sur des hôtels, essayer de négocier qu'on te prenne ton trajet en train, enfin voilà. Mais je n'ai pas dit que ça me coûtait, j'ai dit la valeur d'une saison. Et la valeur d'une saison, pour un athlète comme moi, c'est 15 à 20 000. Une athlète comme Aurore, optimale où tu pars tout le temps, mais c'est 40 à 50 000 euros, minimum. Et c'est pas de l'argent que les athlètes se mettent dans leur poche. Hein. C'est ça que les gens, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de l'argent de fonctionnement en fait. Ah bah, à un moment donné, là par exemple, tu vois, tu pars dans les Pyrénées, on loue un chalet, bah, le chalet, Oui. faut louer le chalet. Puis il faut manger aussi. Bah oui, puis pendant que moi je suis pas chez moi, il y a personne, ma maison elle va pas me rapporter de l'argent, alors tu peux me dire qu'il la se louer, je vais pas remettre je sais pas qui chez moi que je connais pas. Bien sûr. Et à un moment donné, bah, c'est pareil, Aurore elle est ostéopathe, donc quand elle bosse pas, bah, il y a pas d'oseille. Donc moi je suis salarié, donc j'ai la chance d'avoir le salariat qui me permet de pouvoir mieux guider ma vie, tu vois. Mais voilà, donc tout ça c'est des réalités, et c'est des réalités qui sont vraies. Donc aujourd'hui, bah, on parlait de Joma, quand tu as un partenaire dans lequel tu payes plus tes vêtements, tu payes plus tes baskets, bah, c'est un gros plus en fait. Et heureusement qu'ils sont là, et la Banque Populaire, heureusement qu'ils sont là aussi. Là, les temps ils sont durs, le gasoil ça coûte cher, tout a augmenté. Bah, heureusement qu'on a la Banque Populaire qui nous a soutenus à ce moment-là, parce que sinon, bah, peut-être qu'on faisait pas certains meetings. Aurore, une fois, on était à Paris, elle a appris qu'elle devait aller à Monaco, elle était prise dans le plus grand meeting du monde. On était l'avant-veille à Paris, rien n'était prévu. Bah, à un moment donné, il a fallu faire rapidement une valise, prendre le premier avion venu, parce que tu vas pas te taper 12 heures de route la veille du plus gros meeting de ta vie. Et puis bah là, tu prends ton billet d'avion, et de mémoire, on a dû payer 650 € le billet. Ah ouais, mais au dernier moment donné, un vol pour aller, tu vois. Donc bah, à un moment donné, cet argent-là, faut quand même le sortir, tu vois. Et si tu l'as pas, bah, tu fais comment? Bah, tu fais pas. Et du coup, tu vas pas au meeting Hercules, tu vas au meeting de Lunéville. Voilà. On n'a rien contre Lunéville. Non, mais mais c'est pour imager, quoi. Et donc, forcément, à ce moment-là, bah, tu te rends bien compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas le cran ou de faire ces choix-là, ou qui peuvent pas. Parce qu'ils ont des enfants, parce que si, parce que ça. Donc, à un moment donné, les priorités, elles sont ailleurs. Et tu as des athlètes, tu te dis, wow, putain, comme ils sont forts. Moi, je réfléchis en me disant, mais ils auraient pu être vachement plus forts encore. Et juste parce qu'on les a pas aidés. Ou qu'ils ont eu personne qui a eu la franchise de leur dire les choses directement, plus jeunes, ou faut faire comme ça, faut aller voir ci, faut aller voir ça. Et voilà, personne ne le fera pour toi. Te concernant toi, récemment, tu as malheureusement perdu ton chien, Hercule. Et du coup, pour revenir un petit peu en arrière, tu avais aussi parlé de ta blessure lorsque tu as changé de coach, quand tu es parti avec Renaud. C'était pratiquement à la même période, tu m'arrêtes si je me trompe. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir perdu ton chien, ça a eu un impact direct sur ta condition physique ou peut-être mentale qui a fait que il y a quelque chose qui a fait et que ça a pété? De toute façon, la vie, c'est un équilibre. Donc, il faut arriver à être équilibré dans ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Et mon chien, c'est, comme pour beaucoup de gens qui ont un animal de compagnie, ça a été... Après, c'est pareil, parce que là, je vais parler en gros de ce qui est pour moi un drame, mais il y a des gens, ils vivent 1 milliard de fois pire, quoi. Sauf que moi, ça a été un des trucs les plus durs à faire et à surmonter de toute ma vie, quoi. Mon chien, il a toujours été là dans les moments les plus compliqués, dans les moments où je me suis posé plus de questions sur moi, sur ma vie. Et donc, quand il a fallu lui dire au revoir, ça a été la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire, je pense. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, comment que il y avait quelque chose qui n'allait pas? À un moment donné, quand tu as une épaule qui triple de volume du jour au lendemain, c'est pas normal, quoi. Donc on a fait des radios, des machins, et en fait c'était un ostéosarcome. Donc il faut savoir que c'est un cancer des os qui est très virulent et très rapide. Et en gros, on a fait un scanner derrière, et il y avait déjà des tumeurs sur les glandes surrénales, les poumons. Enfin, il était condamné, quoi. Donc en gros, quand on a eu le diagnostic, on nous a dit votre chien, il peut faire entre 2 jours et 3 semaines. Et donc là, ça a été la chose la plus horrible que j'ai eu à entendre, je pense. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des gens de ma famille. Voilà, je ne l'explique pas, j'arrive pas à l'expliquer comment est-ce que j'ai eu autant d'affect pour cet animal. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, derrière, il nous a fait 2 mois et demi, quasiment, je crois. Et à un moment donné, voilà, il a fallu lui dire au revoir. Et en gros, je bats mon record aux 10 km 4 jours après qu'il soit parti.
Donc, c'est aussi pour ça que ce 10 bornes, c'était particulier. Je fais moins de 30 pour la première fois, mais c'était surtout qu'en fait, pendant toute la course, ça a été la course la plus difficile de toute ma vie. J'ai jamais eu autant de difficultés à terminer un effort. Mais parce que c'était pas que pour moi, en fait. Je courais pas que pour moi. Alors, je dis ça comme si j'avais battu le record du monde, mais je pense qu'on bat tous nos propres records du monde, en fait. Et ce jour-là, vraiment, je me suis battu en mode, je peux pas ne pas aller au bout. Et j'ai eu tellement envie d'abandonner. C'était tellement dur dans les 2 derniers kilomètres. Mais j'ai commencé à, moi, je vais abandonner là. Je peux pas abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner. Et je suis allé au bout de mon truc. Et après, derrière, on a fait une petite semaine de décompression physique et physiologique parce que j'avais besoin de couper un petit peu. Et quand on a repris, j'avais une douleur moyen fessier qui était là tout le temps. Et c'est une grosse inflammation sacro-iliaque, donc au niveau du sacrum, comme je l'expliquais. Et ça, c'est multifactoriel. Et je serais très comment dirais-je, présomptueux de dire que c'est forcément que ça ou que c'est pas ça. J'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans tous les cas, le stress psychologique, à ce moment-là, il a forcément eu un impact sur mon intégrité physique. Et si ça s'est pas soigné, parce que 3 mois, c'est long quand même pour une inflammation. On n'est pas sur 3 mois, c'est plus long que pour soigner une fracture de fatigue. C'est-à-dire que si je m'étais fracturé le bassin, ça aurait pris presque moins de temps pour pouvoir revenir, quoi. 3 mois, c'est long, mais je pense que voilà, mon corps et mon esprit, ils ont été très violemment meurtris et il a fallu le temps qu'il fallait, quoi. Voilà. Là, tu vas très certainement adopter un chien. Ouais, il y a un truc qui a popé sur les réseaux d'un petit chien qui... Alors qu'il vient du Bénin. Ouais, alors je sais plus si c'est le Bénin exactement, mais c'est à côté du Togo, du coup. Ouais, c'est un pays d'Afrique. Ouais. Et c'est un chien voilà, qui a eu un passé un peu obscur. Il a 3 ans maintenant, je crois. 3 ou 4, je sais plus. 3 ans, 4 ans. Et je crois que c'est 3 ans. Et du coup, sa première année, c'est un chiot qui a été élevé pour les combats de chiens, quoi. Donc, il a fait du combat pendant, je sais plus, 1 an et demi là-bas, et après, qui est arrivé en France. Et puis, après, c'était des militaires qui l'avaient. Ils partaient beaucoup à l'étranger, je crois, et ils arrivaient à trop s'en occuper. Il a fini dans une autre famille qui a un peu galéré avec ce chien-là parce que il est pas forcément très sociable, du coup, avec les autres animaux. Et, ou alors, il faut prendre du temps. On y est encore. Temps, travail, talent. Oui. Bon, il te faut du temps et du travail sur ce chien pour arriver à en faire quelque chose. Donc, ça va être une nouvelle aventure. On verra comment est-ce que ça va se goupiller. Et c'est pas un soin palliatif par rapport au fait que j'ai perdu le mien. Je pense que c'est juste une nouvelle aventure. Et puis, j'aime les bêtes. Donc, voilà, ça va être sympa. Comme tu l'as dit à maintes reprises, donc t'es accompagné dans la vie, donc t'es avec Aurore Fleury. Et pour ceux qui ne suivent pas trop l'athlétisme, Aurore Fleury est une athlète de très haut niveau. Elle a fait elle était dans le top 30 mondial il y a en 2021 ou 22, je sais plus. 27e mondial, je crois, à ce moment-là. Et moi, je voulais voir avec toi, donc tous les deux, vous formez un peu un couple d'athlètes de haut niveau. Et au moment où elle a commencé vraiment à exploser, parce qu'elle a toujours été, entre guillemets, un peu forte, Aurore, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle a toujours fait des grosses perfs. Mais à un moment, elle a vraiment explosé en termes de perfs. Et moi, je voulais voir avec toi comment toi, tu l'as vécu ce moment-là, parce que je sais pas comment te l'expliquer. Il n'y a pas forcément eu d'action, d'acte ou de moment précis. C'était plus un ensemble et une période. Et je crois que c'était le moment en plus où elle était partie à Monaco faire le meeting et quand elle avait fait les minima, malheureusement trop tardivement, mais quand elle avait fait les minima pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Comment est-ce que tu avais vécu le fait qu'elle explose par rapport à toi, ton niveau, et que... Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'à un moment, j'ai remarqué que c'est vrai que quand on venait te parler à toi ou quand on venait te voir, c'était souvent pour parler d'Aurore. C'était exclusivement pour parler d'Aurore. Voilà. Tout le temps. Et ouais, du coup, comment est-ce que ça a été ça pour toi? En fait, j'ai parlé au début du podcast sur le fait que j'ai marché beaucoup à l'ego et c'était le truc qui m'a fait venir au sport. Et du coup, sur ma première année de pratique, Aurore et moi, on s'est mis ensemble en 2014. Donc, de 2014 à 2016, j'ai pratiqué. Et de 2015-2016, j'ai pratiqué au même endroit qu'Aurore. Et donc, en fait, je voyais le potentiel d'Aurore qui... Alors,
comme tu l'as dit, se débrouillait toujours un petit peu au niveau national, mais sans s'entraîner vraiment régulièrement et s'entraîner vraiment avec assiduité et sérieux, etc. Et elle passait ses diplômes d'ostéo, donc elle n'était pas focus sur l'athlé. Elle s'entraînait, elle faisait quelques médailles nationales, mais c'était vraiment pas de l'opportunisme, mais il n'y avait pas de réelle intention de performer à haut niveau. Il y avait l'envie de faire de l'athlé et on est content là-dedans. D'être le meilleur possible. Et quand j'ai arrêté, voilà. Mais sur cette période-là, j'étais vachement dans elle progresse, pas moi, pourquoi, machin. Et il y avait toujours un peu ce conflit, un peu en mode. Pourquoi elle, pas moi? Jalousie, quoi, presque, tu vois. C'était pas ça. Et donc, de toute façon, moi, quand j'ai arrêté l'athlète en 2016, j'étais trop dégoûté de tout. J'en avais marre, je voulais plus en entendre parler. Donc, j'ai quand même réussi pendant un an à regarder aucune compète, à aller sur aucune compète, alors qu'Aurore courait. Hein. Je suis pas allé la voir en France. Rien du tout, je voulais pas entendre parler, quoi. Et sur ma reprise après derrière, en 2021, c'est là que je sors une 46 aussi. Donc en fait, vu que je suis dans une phase de progression qui est inattendue, parce qu'à ce moment-là, j'ai jamais signé pour me refaire des grosses performances. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que ta perf une 46, ça a surpris pas mal de monde. Ah, mais ça a surpris tout le monde. Ouais. Mais c'est ce que j'avais marqué dans mes notes. Je pense que ça a surpris tout le monde, mais sauf toi. Ah, si. T'as ça. En fait, pour te dire, ce jour-là, les 1,46 dans la course, il y a une course de zinzin, une course de Mongoliens. C'était où? C'était au Luxe, Strasbourg. Et en fait, pendant la course, Fred, il me dit tu laisses le yo-yo se faire parce que ça va partir tellement vite devant. Et ton but à toi, c'est de revenir comme le yo-yo. Quand tu joues le yo-yo, il va revenir, mais tranquillement. Et j'ai écouté cette consigne à la lettre. Je me suis pas inquiété, machin. Et au 500, je me dis, putain, mais je suis loin. Au 550, je me dis, putain, mais je suis loin, je reviens pas. Puis j'ai des sensations de merde. Et au 600, je me dis, mais gros, abandonne. Abandonne, c'est nul ce que tu fais, tu vois, je me suis dit. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est un meeting national quand même. Ça veut dire que tous les gens que j'entraîne, ils me regardent. Et là, j'ai pas le droit d'abandonner. Je peux pas. Ça, c'est un truc que je n'ai pas dit, mais dans l'entraînement, aujourd'hui, j'ai plus le droit à l'abandon. C'est dur, ça. Hein. Bah oui. Tu peux plus t'arrêter, tu vois. Et parce que comment tu vas expliquer à l'athlète que t'entraînes qu'il faut pas abandonner alors que toi-même. Ouais, mais toi, t'as abandonné. Et du coup, je me rappelle très bien, dernière droite, je m'arrache et je sens que je reviens sur le paquet, je reviens, mais c'est fini, la course, elle est finie. Je reviens, j'ai allez, encore 50 mètres, accroche-toi, c'est fini. Et là, j'arrive sur la ligne, enfin, j'arrive proche de la ligne, et là, je vois le chrono qui s'est arrêté sur le premier. Et là, je vois une 43. Et donc, je passe la ligne, et là, je commence à voir les chronos qui sortent. Et là, t'as le cœur qui fait. Et je dis, attends, qu'est-ce que c'est que ça là. Et là, tous les chronos, ils sortent. Et là, je vois les noms de tous les Français. Une 46. Tout le monde exulte. J'ai jamais eu ce sentiment sur aucune course de toute ma vie. C'était lunaire ce qui se passait. Le temps, il s'est figé, il s'est arrêté. Il y avait une sorte de joie collective que j'ai jamais vue nulle part. Sur ce jour-là, c'est mon 11e coach, Vincent. Il y avait 4 coachs. J'en ai 3 qui sont décédés. J'avais 4 coachs parmi ceux qui ont le plus compté qui étaient là. Dans le stade. Wow. Incroyable. Et là, je vois le nom donc, du dernier qui est avant moi, je vois une 46. Alors, je vois bien une 46-50. Il y avait Renaud une 46-40. Il y avait Sacha, une 46, je sais plus, 50. Ou... Après 70. Et là, je vois 80. Et le mec là, je le tape presque. Quoi. Et je me dis, putain, j'ai fait une 47. Ce qui est déjà... J'ai fait une 47. C'est incroyable. Et là, le chrono, il tombe. Je vois une 46-96. Mon cœur, gros, pendant une heure, toute l'heure qui a suivi, je me souviens de rien. J'étais ailleurs, quoi. Donc bref, c'était l'anecdote sur mon corps. Oui. Et donc du coup, moi, j'étais tellement dans une osmose que tout fonctionne que, tu vois, j'étais super content pour Aurore, que ça fonctionne et tout. Donc je voyais bien que ça avait changé par rapport à l'époque. J'étais plus... Pourtant, l'année d'avant, je me blesse. L'année encore avant, je me blesse. C'est normal, j'étais gros comme un loukoum. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait plus cette approche un peu d'égo avec Aurore, machin. Et ça doit être compliqué aussi d'avoir ce genre de sentiment alors que c'est ta compagne, tu vois. Ouais, mais c'est comme je te l'ai dit, je suis venu à l'athlé par ego. Ouais, bien sûr. Ouais, mais t'es venu à l'athlé par ego, mais je pense pas que tu t'es mise avec elle par ego. Non, mais j'ai fonctionné par ego. Quand je me suis mis avec elle, j'étais meilleur qu'elle. Proportionnellement. Oui. Et à un moment donné, la tendance s'est inversée quand on était à Fontainebleau, et là, je comprenais pas ce qui se passait. Ce truc limite un peu machiste, tu vois. Et tu vois, je le dis encore une fois avec beaucoup de franchise.
Et depuis que j'ai repris, donc vu que je suis poussé par d'autres choses que l'ego, bah, du coup, tout va mieux en fait. Et je le vis mieux par rapport à moi, par rapport à elle, enfin, c'est beaucoup mieux quoi. Et donc, du coup, Aurore, elle a quand même fait ses chronos, une 4-5, 4-4. Et je crois qu'elle fait 4-0-4 avant, peut-être pas, 4-5. Et bref, elle est prise 4,05 aux 1500 mètres. Elle est prise à Monaco. Et à Monaco, je me rappelle toujours, je suis devant l'ordi. Et on la voit presque pas parce que devant, il y a Fess Kipyegon. Donc, il faut savoir que c'est la record woman du monde. Du 1500. Et donc on va plus s'attarder sur elle que sur... Donc à un moment donné, on voit plus Aurore. Sauf qu'à un moment donné, sur l'arrivée, on voit les filles arriver de face, on voit Aurore tout au bout de la ligne. Et moi, je suis là, je regarde, et j'arrête mon chrono. Et là, je vois 4,03. Mais là, c'est lunaire. Tu changes de planète, tu rentres dans les meilleurs du monde. Ouais, vraiment. Et là, mon cœur, il est parti en slice. Et à partir de ce jour-là, tous les gens, beaucoup de gens qui venaient me parler sur les 6-8 mois qu'on suivi, c'était alors Aurore. Et... ça m'a à ma plus grande surprise, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, je vais leur dire, vous êtes sympa, mais j'existe, quoi. Et en fait, il y a quelques années, je pense que j'aurais réagi différemment, j'aurais dit, je suis là. Maintenant, c'est plus le cas. D'accord. Et depuis que en fait, je pense que pendant plein de gens m'ont dit, si tu n'avais pas arrêté l'athlète, tu aurais fait mieux. Moi, je te dis non. Parce que ces 2 années-là, elles m'ont permis à moi de soigner les problèmes que j'avais en moi par rapport à la performance et à l'image que je m'en faisais, et du coup d'être beaucoup plus apaisé avec tout ça, et ça m'a fait tomber des barrières. Être athlète de haut niveau, de très haut niveau comme Aurore, ça implique une certaine préparation très intensive, dont notamment partir en stage plusieurs semaines. Et tu l'as dit, là elle est en Afrique du Sud, pour 3 semaines. 6 semaines, pardon. C'est toi qui pars 3 semaines. Ça doit être dur aussi, même si tu sais ce que ça implique pour performer. Voilà, tu sais ce qu'il faut faire, mais c'est ta compagne, elle part pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est long. Ouais, c'est long. Ouais. Même au bout de 10 ans, c'est long. Comment est-ce que tu le vis ça, et comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu le gères? Au début, je le vivais mal parce que c'est long et que j'ai horreur d'être tout seul. Et là maintenant, bien sûr que c'est long, mais déjà sur les 6 semaines, il y en a 3 où moi je vais pas être là non plus. Donc ça aide. Je vais être focus sur moi à fond remue. Et en fait, ça fait partie des sacrifices dont je parlais. C'est-à-dire que faut accepter. Ouais, tu vois, elle n'était pas là quand on est parti au Portugal au mois de décembre, janvier. Moi, j'ai fait 10 jours et elle a fait 5 semaines. Oh. Et donc, au bout de 10 jours, moi, j'ai dit, sayonara, je rentre parce que j'ai un boulot, j'ai pas le choix, il faut que je rentre. Et elle est restée là. Et c'était 4 semaines longues. Alors, oui, c'est long. Et on attend impatiemment le retour à la vie normale. Mais d'un autre côté, on sait que tout ce qui est fait et produit pendant ce moment-là, c'est pour quelque chose. C'est pour aller servir un but qui est bien plus grand que simplement. Le but recherché, il est plus grand que le mal-être que je reçois sur l'instant T. Tu vois. Donc c'est un sacrifice qui en vaut la peine. Et même si le résultat il est pas au bout, j'aurais pas le sentiment de me dire on a fait ça pour rien, on s'est séparés. Non, mais t'as donné ton maximum. Tu vois, je me dirais juste, en fait, dans le chemin, on a fait tout ce qu'on a pu, quoi. Parce que du coup, pour que les gens comprennent, Aurore, elle est sur une préparation du coup olympique. Parce qu'elle a elle vise une qualification aux Jeux Olympiques. Hein, bien, c'est ça. Et on n'y va pas comme ça en claquant des doigts. Donc voilà. Et alors c'est un épisode où j'ai envie qu'on reste sur toi, hein, mais je trouve que je trouve qu'on peut pas parler forcément des flots sans parler d'Aurore et vice versa. Mais très rapidement, avec le niveau qu'elle a, elle doit se pointer. Se pointer, c'est-à-dire tu sais, quand je sais plus comment ça s'appelle. Sur Adams. Ouais, voilà. Le programme antidopage. Ouais, bien sûr. Tu peux expliquer ça pour. En gros, c'est un système de localisation dans lequel les athlètes doivent donner, alors je crois que c'est tous les jours, une tranche horaire sur laquelle ils sont contrôlables. Ça commence à partir de 6h du matin et je sais plus jusqu'à quelle heure ça va. Donc pour des raisons évidentes, les contrôleurs vont plus avoir tendance à venir le matin, à la fraîche, à 6h sonner chez toi. Et du coup, faut tous les jours remplir la plateforme pour dire où est-ce qu'on peut te trouver avec une adresse claire, nette, précise. Et t'es supposé pouvoir te faire contrôler tous les jours. Donc tous les jours, pour des athlètes de niveau comme Aurore, dont on est en train de parler, elle doit remplir. C'est sur un site. C'est comment en fait ça s'appelle. Je crois que c'est le site qui s'appelle Adams. Je ne sais pas les détails. Donc elle doit remplir chaque jour l'adresse exacte où elle va se trouver le lendemain. Ouais.
Et si par exemple, pour pour X raison, elle ne se trouve pas à cette adresse-là, quand les agents viennent pour la contrôler pour antidopage, il y a ce qu'on appelle un no-show. C'est une non-présentation sous contrôle antidopage. Voilà, c'est ça. Donc, alors, dans le monde de l'athlétisme, c'est un gros mot, ça. C'est no-show, voilà, ça part tout de suite dans tous les sens. Mais ça, du coup, elle a changé de dimension, donc je pense qu'il a fallu intégrer ça aussi à votre quotidien, parce que ça t'implique aussi. Bien sûr. Bien sûr, moi, ça m'implique pas tant que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Par exemple, on peut plus, tu vois, se dire, bah tiens, vas-y, si on se cassait aujourd'hui. On se fait un week-end comme on ça. Peut pas. Ouais. Tu peux pas. Alors, faut que tu changes ta localisation à Dams, si c'est pas trop tard. Et si tu... Ouais, parce qu'il y a une limite en plus. Ouais. Et si tu le fais pas, eh ben, potentiellement, tu peux avoir le contrôle qui passe chez toi. Et si t'es pas là, bah, t'es pas là. Et si t'es pas là, du coup, t'as ce qu'on appelle un no-show. C'est ça. Et t'as droit... 3 no-shows en 6 mois. Voilà. Si tu fais plus de 3 no-shows en 6 mois, tu écopes d'une suspension de 6 mois. Je crois qu'il peut monter à 2 ans, un truc dans le genre. Donc, alors j'en parle parce que je pense que même des athlètes, enfin des pratiquants d'athlétisme ne sont pas trop au courant de ça, parce que c'est vraiment sur des niveaux très très élevés. Mais voilà, c'est parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a, ils doivent voir Aurore ou même d'autres athlètes de très haut niveau et les envier. Mais parfois c'est pas si ça. En fait, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme dans Spider-Man. Je t'en parle parce que je sais que voilà, mais avec un grand pouvoir vient des grandes responsabilités, et c'est ça en fait. T'as des responsabilités, donc c'est pas non plus tout beau tout rose d'être athlète de haut niveau. C'est sûr qu'il faut avoir le sens des responsabilités. Il y a certaines choses que tu dois impérativement intégrer dans. T'as pas droit à l'erreur. Bah, t'as le droit parce que t'as 3. Oui, t'en as 3. T'en as 3 des no-shows, donc ça arrive. T'es là, Bien sûr, n'importe quoi, t'es à l'aéroport, il y a un problème, l'avion il rentre pas, t'es obligé de dormir sur place. Bon bah t'as pas le temps, ou t'as pas pensé, parce que ça arrive aussi. Tu penses pas forcément à tout le temps. On n'est pas des machines. Mais en gros, la marge d'erreur qui est tolérée par l'agence antidopage, c'est de dire vous avez le droit à 3 fois en 6 mois. Sachant que tu peux te faire contrôler. Alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a des athlètes qui se font contrôler énormément. Mais énormément. T'as des athlètes, je connais des gens qui se sont déjà fait contrôler 2 fois par jour dans la journée. 2 fois par jour? Ouais. Des athlètes qui se sont fait contrôler le matin et qui se refont contrôler le lendemain matin. Donc, tu vois, je veux dire, après voilà, le but du contrôle antidopage, c'est de déceler les tricheurs. Et donc, il faut continuer à travailler dans cette osmose-là, parce que sinon, à un moment donné, on n'attrapera jamais personne. Voilà. Mais tu vois, par exemple, Aurore, le nombre de fois où ça a dû sonner à la maison à 6h du matin, je sais pas, moi, peut-être depuis qu'elle se fait contrôler... entre 5 et 10 fois, quoi. Et je trouve pas ça énorme. Je trouve pas ça. Après, quand elle rentre en compétition, elle annonce sur les réseaux, voilà, je vais courir là, machin. C'est une rentrée, t'as très forte chance qu'elle se fasse contrôler. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais il faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Non, mais c'est sûr que par contre, voilà, tu vois, je veux dire, après, faut être au clair avec ce que tu fais. Et être athlète de haut niveau, bah, c'est aussi l'automédication, on arrête, quoi. Tu peux pas te dire, tiens, j'ai un rhume, je vais prendre ça, d'un piché dans le nez, un machin, un truc, il y a de la cortisone ou je sais pas quoi. Et t'es contrôlé positif, vous avez une ordonnance? Bah non, j'ai pas d'ordonnance, je suis allé acheter ça à la pharmacie. Est-ce que vous avez une ordonnance? Non. Donc ça, potentiellement, vous en aviez pas besoin. Mais j'étais malade. Mais vous avez une preuve de ça? Non. Bon, bah, terminé, bonsoir. Tu vois, donc. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est mineur, hein, ce genre de choses. En général, tu te fais toper, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais voilà, c'est sûr qu'être athlète de haut niveau, c'est pas simplement, tiens, je cours vite, je mets mes pointes, et puis on m'ouvre les portes des plus grands stades, et puis je cours. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la difficulté financière, comme je l'ai dit, c'est la rigueur de devoir mettre à l'entraînement, c'est le fait d'avoir un entourage qui comprend les sacrifices qu'on fait, c'est le fait d'avoir une organisation au quotidien qui permet de pouvoir performer, c'est continuer de focus même quand tout ça, ça marche pas. Parce que ça, c'est le cas de nombreux athlètes. Hein. Ça marche pas, ça marche plus. Et continuer quand même. Et ouais. Et de toute façon, on arrive à la fin du podcast. Ça va? Ça a été? Ouais, là, je suis parti, moi. Faut juste un café, c'est bon. J'avais écrit quelque chose, c'est que... Et je pense que je finirai par ça. C'est que si on ne connaît pas, on pourrait te prendre pour quelqu'un de froid, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'hésite pas à dire les choses. Donc ça, voilà... Peut-être, il arrive certaines fois que de prime abord, comme ça, on n'ait pas forcément une bonne image de toi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais voilà.
En tout cas, moi, c'est une des choses que je m'étais dit une des premières fois que je te voyais, je sais pas. Et tu m'avais dit ça et j'avais trouvé ça très intéressant. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. C'est que tu m'as dit qu'aujourd'hui, maintenant, toi, tu te focalises plus sur ton propre bonheur et que tu ne te soucies plus du regard des gens. Mm. Et c'est quelque chose que, en fait, tu m'as avoué que tu voyais un psy. Mhm. Et du coup, c'est quelque chose que tu as travaillé avec ton psy. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà, dans un premier temps, pourquoi t'as dû aller voir un psy? Parce que j'avais le sentiment que j'avais conscience de choses qui n'allaient pas, mais que je trouvais pas les clés pour changer Ça ça. allait mieux. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de me guider, ça m'a permis de recentrer les choses, ça m'a permis d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'était c'est le maître mot de... Alors, j'aime pas ce mot de thérapie, mais c'est le maître mot, en tout cas, de ce qu'on a travaillé avec mon psy. C'était vraiment de se dire, on lâche prise. Parce que t'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de choses à cœur. Ah ouais, j'ai fait un burn-out il y a quelques années parce que trop envie, parce que non, je vais pas laisser ça comme ça, tant pis, je vais le faire la nuit, je vais travailler le soir, à l'époque, je partais en déplacement avec le club en minibus, j'étais comme un forçat sur mon ordi, je travaillais jusqu'à 1h, 2h du matin, enfin, je lâchais rien passer, puis des fois, je pleurais devant mon ordinateur, tu vois, à rien lâcher, à me dire, allez, c'est pas grave, continue, ça va payer. Et à un moment donné, je me suis dit, mais fuck. Fais les choses pour toi. Est-ce que t'es heureux là? Non, t'es pas heureux. Bon, commence déjà par retrouver le sens des choses. Pourquoi t'es heureux? Comment tu fais? Remets ton bonheur et ta propre personne au centre du projet. Mets du temps pour les personnes que tu aimes et avec qui tu as envie de faire des choses. Et si derrière il reste du temps, entretiens des relations un petit peu plus volatiles avec machin, bidule, truc. Et j'ai pas de temps. Donc aujourd'hui, j'ai pas le temps des simagrées, j'ai pas le temps des faux semblants, j'ai pas le temps des politiquement corrects. J'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai appris à lâcher prise là-dessus. Je suis moi. Tu m'acceptes ou pas. C'est tout. Et je dis ça pourquoi? Parce que tu m'avais dit ça il y a pratiquement 1 an, quand tu étais venu chez moi. Quand, Ouais. au tout début de Ok. l'épisode, j'avais dit que voilà, tu étais venu avec les notes, etc., de ce que tu avais, des retours que tu avais sur mes premiers épisodes. Et on avait un peu divagué, et on avait parlé sur ça. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. En tout cas, ça m'a interpellé par rapport à moi. Mhm. Parce que, pareil, je suis quelqu'un qui prenait beaucoup les choses à cœur et que très à fleur de peau. Et du coup, je comprenais mieux qui tu étais, en fait. Pourquoi tu étais comme ça. Et j'ai réussi à faire un travail sur moi aussi. Et en vrai, je te comprends, en fait. Mais c'est mieux quand t'es comme ça. Ouais, je te comprends. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on manque trop de franchise. Mais pas juste la franchise de dire un truc oui ou non. De simplement dire aux gens qu'est-ce que tu penses de ça? Ou qu'est-ce que tu voudrais pour ça? Il y a une chanson de je sais plus, je crois que c'est de L'Homme Pâle, où à un moment donné, il y a un interlude, une demi-musique où en gros, Ouais. il y a, comment il s'appelle Avec sa grand-mère, Roman je crois, Frassinet, ou, là, qui dit qui parle et qui dit dis-lui à ton pote si c'est nul ce qu'il fait. Et vas-y, je te le dis, c'est éclaté ce que tu fais. Et tu vois, rien que le fait de dire ça, c'est ok, oh mais tu vas lui faire du mal. Mais j'en ai rien à faire de lui faire du mal. Je vais lui dire la vérité. Pourquoi il prend du temps pour ça alors que c'est de la merde? Ça veut pas dire que pour autant je pense que lui c'est une merde. Ça veut pas dire pour autant que j'ai pas d'affection pour lui. Ça veut pas dire que je n'ai pas conscience que ce que je lui dis peut lui faire du mal. Mais il y a des fois, c'est un mal pour un bien. Et aujourd'hui, c'est mon mantra avec mes athlètes, c'est-à-dire que quand j'ai un truc à leur dire, je leur dis. Et des fois, il y en a, ils l'accueillent mal parce que ils sont nés qu'une cuillère en argent dans la bouche, qu'on leur a jamais opposé la moindre résistance, que c'est des enfants rois, des machins, des trucs. Et à un moment donné, ils acceptent pas ça. Et parce que les parents non plus, parce que tu te rends bien compte, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Nan. D'accord, ok, c'est ta vision du monde. Et ta vision, c'est pas forcément la vision universelle. Et il y a d'autres gens, moi, qui réfléchissent pas comme toi. Et à partir de ce moment-là, chacun a son propre monde. Il faut juste accepter la tolérance des uns et des autres et qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut faire des choses ensemble à partir du moment donné où il y a une certaine forme de franchise qui se met en place. Et si toi, t'es pas assez armé pour entendre ma franchise, m'approche pas. Viens pas vers moi.
Viens pas vers moi. Tu peux pas demander aux gens d'attendre d'être comme toi, tu as envie que les gens soient. Les gens, ils sont comme ils sont, ils ont leur parcours, ils ont leur vie, et à partir de ce moment-là, bah, tu lâches prise là-dessus. Et tu te dis, bah tant pis. La personne, je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle change pas son fusil d'épaule. Eh ben, tant pis. Tant pis. Mec, tu lui dis 10 fois, fais attention, arrête de prendre le volant. Après, quand t'as bu, nanani, nanana, puis à un moment donné, ils se font en l'air et tout le monde dit, ah, c'est horrible. Mais c'est pas horrible. Ça fait 10 fois, on lui dit, mais tu te rends compte, il va perdre un bras. Et alors? Ça fait 10 fois, on lui dit, il aurait pu mourir. Et là, il est en vie. Et ben, toute sa vie, il se rappellera qu'il arrêtera de boire avant de prendre le. Tu vois? Et c'est ça, en fait, la perception qu'on a des choses. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à dire aux gens la vérité. Et c'est le problème dans nombreuses familles, dans de nombreuses relations avec les gens. On est auto-centré sur notre vision à nous. Et on se dit, oh, je ne veux quand même pas lui dire ça va lui faire du mal. Si le mal, ça dure un temps et qu'après, derrière, ça opère un changement, pour moi, c'est ma vision. Pour moi, c'est plus bénéfique. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça, encore une fois, les changements que cette manière de penser et d'opérer a fait dans ma vie, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de... Et puis ça vient aussi du fait que, je sais pas si tu connais le livre Les 4 accords Toltec. Je l'ai pas lu. Je te le conseille, vraiment. Parce que un des accords, c'est, grosso modo, c'est de ne pas faire de suppositions et de dire les choses, en fait. Ta vie sera beaucoup mieux. Souvent, en plus, tu vois, le truc, c'est que ne pas oser dire aux gens les choses ou ne pas oser dire la vérité, souvent, ça implique quoi? Ça implique des non-dits. C'est la pire chose. C'est la pire chose. Va voir un chien. Un chien, il n'a pas envie d'un truc, il va tourner la tête. Tu vas quand même le faire, il va grogner. Tu vas encore le faire, il va te mordre. Le chien, il n'a pas de principe où il va quand même laisser, parce que c'est notre base à nous. Simplement, nous, vu qu'on a doté d'une conscience et qu'on essaye d'avoir une sorte de, comment dirais-je, de se mettre à la place de l'autre, de qu'est-ce qu'il en penserait, de machin, de trucs, et bien en fait, on est dans un moment donné, on se dit jamais la vérité, on se dit jamais les choses, on n'ose pas, on machin, et après, ces comportements-là, ils font du mal. Parce qu'après, nous, on grandit là-dedans, et après, d'une certaine manière, on va avoir des enfants. Et on va les faire grandir là-dedans. Et etc. Et voilà. Et ça peut pas marcher. Tiens. Quand on amène un gamin à l'entraînement ou quoi, alors c'est pas des choses qui sont arrivées fréquemment, mais et on me dit, il vient faire du sport pour se maintenir un peu en forme. Mais attendez, il est gros, votre fils, là. Ah non. Ah si. Non. Mais si, madame. Votre fils, il est gros. Il est obèse. Non, mais comment vous parlez de mon fils? Attendez, c'est pas une insulte, obèse. C'est quelqu'un qui est en surpoids. Donc votre gamin, là, la première chose à faire, c'est pas qu'il court ou qu'il machin ou qu'il truc. Commencez déjà par mettre des cadenas à la maison sur les garde-manger. Et vous verrez que déjà, du poids, il va en perdre. Ouais, je vous autorise pas à parler comme ça. Comment ça? Mais c'est la vérité. Tu vois? Et en fait, les gens, ils peuvent pas l'accueillir, la vérité. Sauf que là, on parle de santé. Donc, tu auras beau faire de l'athlétisme ou du foot, tout ce que tu veux, à un gamin qui est en surpoids, si à un moment donné, à la maison, tu fais pas les choses correctement, tu n'auras pas de résultat. Et bien là, on parle de santé. Et même les parents, avec leurs propres enfants, des fois, ils ont du mal, même eux-mêmes, à se dire à eux-mêmes la vérité. Mais parce qu'en fait, tu leur renvoies à leur propre responsabilité. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'ils s'énervent. Bien sûr. C'est ça le truc. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à se dire eux-mêmes la vérité. Alors, la dire à quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Mais alors, se l'entendre dire... par un uluberlu, on sait même pas c'est qui ce mec. Et d'ailleurs, en plus, il présente mal. Hein. Tu penses bien, avec son jogging, ses baskets et puis sa sacoche. Tu vois, on se dit, lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre de la vie, tu vois. Et à un moment donné, voilà, on est sur des, on va émettre des jugements de valeur sans connaître les gens. À qui on va pas dire la vérité. C'est super, elle est belle cette réalité, tu vois. Désolé, mais c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question de l'épisode. Et c'est une question où j'ai vraiment... j'avais hâte de te la poser, vraiment. Oula. Non, vraiment. Je voulais te demander, après tout ce qu'on s'est dit, parce que j'estime que tu vois, les apparences sont trompeuses et te concernant, on peut se tromper quand on te voit pour la première fois. Et je voulais te demander, est-ce que tu es une bonne personne qui essaie de paraître pour une mauvaise personne? Ou est-ce que tu es une mauvaise personne qui essaie de passer pour une bonne personne?
moi, j'ai un profond, comment dirais-je, questionnement. Qu'est-ce que c'est une bonne personne et qu'est-ce que c'est une mauvaise personne? C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Et en vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et moi, je me dis juste que j'essaie juste d'être... T'es un peu psychopathe là, si Non, tu sais quoi non. faire, frérot. Non, Tu mais connais alors, pas la bien différence entre le bien et le sûr mal. qu'à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, c'est où le bien, c'est où le mal. Et encore une fois, c'est la perception des choses. Tu vois. Et en ce moment, tu as des guerres, par exemple, tu vois, avec ce qui se passe à Gaza et tout machin. Et je pense que tu as des gens, ils prennent des bombes là, quand même. Tu vois. Et tu pourrais te mettre d'un côté où tu vas dire c'est quoi ce délire, quoi, tu vois. Je fais partie de ces gens-là. Et d'un autre côté, t'as quand même des gens qui sont derrière les boutons là et qui appuient sur les boutons. Est-ce que ces gens-là, ils ont conscience d'être des mauvaises personnes? Ou est-ce qu'ils ont le sentiment de se battre pour quelque chose qui est juste? Je sais pas. Et je te jure qu'à partir, quand tu commences à réfléchir comme ça, Ouais. c'est compliqué de se dire c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Et aujourd'hui, je cherche plus à me poser cette question. Je me dis simplement, j'essaye de faire le mieux, ce qui me paraît être le plus juste pour les gens, même si parfois ça implique des actes ou des paroles qui pourraient faire du mal, parce que je me dis que c'est porté par quelque chose qui est plus noble et plus positif à long terme, et que ça aura des répercussions qui seront positives. Maintenant, bah, des fois, t'es obligé de passer par un moment qui est pas agréable dans ta vie pour pouvoir arriver à ce moment qui est plus agréable. Donc aujourd'hui, voilà, moi, je pense pas être une mauvaise personne. Maintenant, j'ai pas la prétention de dire que je suis l'abbé Pierre. Et d'ailleurs, ça, je l'ai écrit dans un message il y a pas si longtemps à quelqu'un sur WhatsApp. Ouais. Je dis, écoute, moi, je suis pas l'abbé Pierre. Hein. Tu vois, peut-être que le message-là, il le lit, il se dit, mais c'est quoi cet enfoiré, quoi. Et pourtant, moi, je me dis juste, c'est la vérité. Je suis pas l'abbé Pierre. Et voilà. Florian Vautrin, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Ouais, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé tout ce que tu as dit et j'espère que les gens vont avoir... je pense que les gens vont avoir le vrai flow. Bah, en tout cas, c'était le but de la manœuvre, je pense. Pas forcément. Moi, je voulais passer un moment, discuter avec un pote, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si je viens aussi dans un moment où je discute et où je me livre et où je parle... C'était un de tes objectifs? De me livrer? Non, pas de te livrer, mais de montrer le vrai toi. Pas que t'es faux, hein, mais on n'a pas le temps de parler. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont le temps de passer du temps alors avec moi. Je suis personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le temps forcément de toujours passer du temps avec les uns ou avec les autres. Et voilà, là, il y a l'occasion de discuter, de dialoguer dans un dialogue ouvert et sans aucune pression. Et du coup, s'il y a des gens qui passent par là et qu'ils se faisaient une autre idée, bah... Voilà, why not, quoi. Je pense que ça sert à ça. Puis c'est apaisant en plus. C'est sympa les podcasts. Est-ce que tu as un dernier message avant de terminer? Ouais, je dirais aux gens de croire en eux. Parce qu'on a tous en nous un truc. Faut juste trouver lequel. Et si on croit suffisamment en soi et qu'on trouve ce truc, ben on peut faire des trucs fabuleux. Voilà.